Donc peut-être avant de commencer, on va présenter très rapidement donc, notre association, notre master et un peu l'histoire de ce séminaire. Et on va vous présenter donc, le déroulé de la journée avec les différentes tables rondes qu'on propose. L'association Dynamique Rurale, c'est une association qui donc, regroupe les étudiants du master développement rural de l'université Lyon 2. Donc le master développement rural, c'est un master qui fait partie de la grande famille des masters de gestion des territoires et développement local. Sur Lyon, il y a 3 masters de gestion des territoires et développement local, dont 2 sont sur Lyon 3. Et donc, nous sommes le seul master de l'université Lyon 2. Comme son nom l'indique, nous avons un master qui traite des territoires ruraux, avec une approche qui est plutôt pluridisciplinaire. On peut être amené aussi bien à travailler sur les questions culturelles que sur les questions agricoles, environnementales, sociales ou économiques. Ça a un peu son importance sur le choix des thématiques de notre séminaire. Au niveau de l'approche du master, pareil, il est étroitement lié d'un côté avec le monde professionnel. On essaye toujours d'avoir un lien très fort avec le monde professionnel, avec de nombreux intervenants qui viennent directement de celui-ci. Et également, on a 2 stages de 6 mois, 2 projets tutorés de 6 mois. Mais on est toutefois aussi lié avec le monde de la recherche, notamment grâce au lien avec le laboratoire d'études rurales. Et c'est ça qui nous amène à vous proposer aujourd'hui le séminaire que l'on vous a préparé. Au niveau en fait, il y a quelques années, on a eu une proposition a été faite au niveau de notre direction, la direction du master, pour organiser un séminaire par les étudiants et également pour les étudiants. L'idée elle était un peu restée en suspens pendant quelques temps et l'année dernière, on a réussi à mettre en place un premier séminaire qui portait donc sur la question du genre dans les territoires ruraux. Il s'intitulait Genre et ruralité. Ça a été vraiment une réussite. On a eu un bon nombre d'inscrits, on a eu des tables rondes super intéressantes. Donc on s'est dit qu'on allait remettre la chose au bout du jour pour cette journée. D'ailleurs, si ça vous intéresse, le séminaire de l'année dernière est disponible sur la chaîne YouTube de Lyon 3. Donc vous tapez genre et ruralité. C'était 4 tables rondes réparties sur toute une journée. Donc aujourd'hui, on vous a concocté une journée avec 2 tables rondes ainsi qu'un court-métrage que l'on diffusera cet après-midi. Il y a une bonne dizaine d'étudiants qui ont participé à l'élaboration de ce séminaire. Ça demande un travail assez important, donc vraiment merci à eux. C'est à la fois des étudiants de première année et de deuxième année qui ont, en plus du temps de classe, investi des heures pour vous préparer ce programme. Ce séminaire, pour l'organisation de ce séminaire, on a été accompagné. On n'a pas fait ça tout seul. On a d'abord bénéficié de l'accompagnement du laboratoire d'études rurales, notamment par l'intermédiaire de Claire Delfos, la directrice, et de Marie Tellier, qui est doctorante au sein du laboratoire d'études rurales. Elles nous ont guidés un peu dans tout le processus d'élaboration pour veiller à ce que, notamment dans le côté scientifique, tout soit pas trop ambitieux et que tout se goupille bien. On peut aussi également remercier Nathalie Rivier du laboratoire qui nous a mis tout à disposition, le matériel, tout ce qui était impression, qui était très très réactive, donc qui a contribué grandement à cette journée. Enfin, il y a également 2 partenaires qui ont été extrêmement importants, en tout cas dans la forme actuelle que prend le séminaire. Si on a réussi à faire quelque chose de aussi long et aussi avec beaucoup de moyens, c'est grâce aux 2 universités de Lyon 2 et de Lyon 3, comme au titre du master GTDL qui est donc commun aux 2 masters, aux deux universités, et qui ont donc apporté un soutien à la fois financier, technique, administratif. Donc on les remercie énormément, et notamment Eric Grasset qui a mis qui a été un peu notre interface au niveau de Lyon 3, qui a mis toutes les choses, qui a préparé toutes les choses. C'est notamment grâce à lui qu'on a cette salle. Au niveau de Lyon 2, on peut également remercier nos responsables de master, Anne Micou et Agnès Bonneau, qui ont, pareil, essayé de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour que le séminaire se passe bien et que ce ne soit pas une charge trop grande pour les élèves. Enfin, on va peut-être aussi remercier les intervenants, parce que si aujourd'hui
on a réussi à organiser ce séminaire, c'est grâce à donc, au total 8 intervenants qui donc, viennent en plus parfois de loin. Donc on peut vraiment les remercier. Et voilà, j'espère vraiment que vous passerez un bon moment aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Tony qui va présenter plutôt le côté, enfin, le déroulé de la journée et les sujets. Merci. Donc cette année, on vous propose de travailler sur la question de la transmission dans les espaces ruraux. En fait, qu'il s'agisse de la transmission des savoir-faire comme de la transmission du foncier. Celle-ci, en fait, elle est nécessaire à la viabilité et au maintien pérenne et donc à la vivabilité des sociétés du territoire communal à l'échelle nationale. Nous avons fait le choix de travailler sur cette thématique afin d'approfondir des éléments de travail dans notre cursus, notamment avec Adrien Besléné pour la transmission agricole, mais également d'aborder des sujets qu'on ne travaille pas, tels que la transmission des savoir-faire manufacturiers. Donc 3 moments vont structurer la journée, s'accompagnant d'interventions de nos invités et d'échanges avec la salle. Donc on commencera cette journée par une table ronde sur la thématique de la transmission des savoir-faire industriels et manufacturiers. En gros, alors que les espaces ruraux sont plus industrialisés que les espaces urbains, d'après Edelblut, les politiques locales favorisent davantage le tourisme et l'agriculture. Or, d'un point de vue économique, social, paysager, patrimonial et environnemental, la transmission de ces savoir-faire de manufacture fait face à des difficultés et est traversée par des questionnements liés à la transition écologique. Et je laisserai en fait mes camarades présenter plus précisément cette table ronde. Ensuite, donc, on aura une petite pause à 11h, enfin une pause méridienne à 11h30 avant de reprendre à 13h30. Donc pour le visionnage du court-métrage Tu seras paysan de Brice Cardinal, qui est produit par la FEMUS, qui est sorti en 2022. On a choisi ce court-métrage parce qu'il permet en fait d'introduire la table ronde suivante, d'un point de vue sensible et artistique. Et donc la table ronde 2, qui débutera donc à 14h30, en fait pendant celle-ci, on abordera la question de la transmission des exploitations agricoles et de leur foncier. Alors qu'un quart des agriculteurs attendront l'âge de la retraite en 2030 d'après Terre de Liens, la question de la reprise des exploitations doit devenir un réel sujet dont la société doit s'emparer. Alors que l'on observe différentes dynamiques se jouant à l'heure actuelle, comme l'agrandissement des fermes ou la déprise agricole, il s'agit de questionner les difficultés pour transmettre et relever les solutions proposées par le monde associatif, de la formation ou de la recherche. Enfin, à 16h, Claire Desfosses nous fera l'honneur de conclure cette journée. Par ailleurs, il y a aussi des étudiants dans la salle qui vont prendre des notes de la journée pour fournir en fait un compte-rendu qui est assez complet de la journée. Et la journée aussi est filmée juste là. Donc on vous souhaite une belle journée riche en échanges et en rencontres. On vous souhaite un bon séminaire à tous. Je laisse la parole à la table ronde numéro 1 pour présenter. Juste au niveau des allées, vous faites attention à ne pas mettre de sac dans les allées, parce que sinon on va se faire taper sur les doigts par la sécurité. Au fond, on essaye d'éviter de bavarder, parce qu'avec la caméra à côté, ça peut vite poser problème. Et si jamais vous avez besoin de prendre des notes, il y a des petites tablettes qui sont cachées sous les sièges à votre droite ou à votre gauche. Donc bonjour à tous. Donc, nous allons vous présenter au cours de cette table ronde la place de l'industrie et des savoir-faire manufacturiers ruraux et surtout les enjeux de transmission qu'ils recouvrent pour les campagnes françaises. En tant qu'étudiants dans un cursus de géographie rurale, nous avons constaté que ce thème il était très peu abordé, alors même que l'industrie apparaît comme un élément fortement constitutif pour ces territoires. La transmission des savoir-faire manufacturiers peut se présenter comme un levier de développement local, mais aussi comme une opportunité pour améliorer la résilience de nos campagnes. Il s'agit d'une richesse à la fois culturelle, économique et patrimoniale singulière à de nombreux territoires que nous souhaitons mettre en lumière ce matin. Nous parlerons particulièrement des industries qui allient une production manufacturière à des savoir-faire artisanaux rares et surtout hérités de longs processus de transmission. En effet, la production manufacturière elle a toujours été présente dans les espaces ruraux français par un tissu dense de proto-industrie qui profitait alors d'une main-d'œuvre artisanale et agricole disponible en quantité. Cette industrie rurale, elle s'est renforcée progressivement lors de la révolution industrielle, où de nombreux sites ont été créés ou même agrandis. Alors aujourd'hui encore, les espaces ruraux ils comptent plus de sites industriels que les villes, mais également de nombreuses friches qui s'expliquent par de nombreuses fermetures. D'ailleurs, l'industrie, elle est 1,7 fois plus présente en milieu rural que l'ensemble de l'activité privée hors agriculture pour ces mêmes espaces. Et 30% de l'emploi industriel se situe donc en milieu rural.
Ces enjeux de transmission des industries sont particulièrement importants pour les territoires ruraux qui se sont spécialisés dans certains domaines manufacturiers et qui sont ainsi très dépendants des emplois qu'elles génèrent. Ainsi, l'emploi industriel a une répartition très hétérogène à l'échelle du territoire français, mais il est globalement regroupé dans des domaines très spécifiques tels que l'agroalimentaire, le travail du bois ou le textile. Donc, au cours de cette table ronde, nous allons ainsi nous demander au prisme des difficultés socio-économiques que connaissent les espaces ruraux et dans un contexte de dérèglement climatique, en quoi la réappropriation et la transmission des savoir-faire manufacturiers ruraux pourraient être des leviers pour permettre aux campagnes françaises un développement économique, social et touristique. Donc, pour répondre à cette question, nous recevons ce matin Simon Edelblut, professeur des universités et directeur adjoint de l'unité de recherche de géographie Lothaire à l'université de Lorraine, spécialiste en géographie industrielle, de la patrimonialisation et des paysages manufacturiers. Nous accueillons également Béatrice et Gérard Barès, cofondateurs de la SCOP Ardelaine à Saint-Pierreville en Ardèche, et Gabrielle Légeret, directrice et fondatrice de l'association De l'or dans les mains et réalisatrice du podcast Tour de France des manufactures artisanales. Nous avons divisé cette table ronde en 3 temps. D'abord, à tour de rôle, chacun de nos invités vont se présenter et nous expliquer plus en détail leur perception de l'industrie rurale, leur savoir-faire et surtout les problématiques de transmission qui existent. Ces présentations seront suivies par un moment d'échange entre les intervenants et intervenantes. Et enfin, nous vous laisserons la parole pour éclairer certains points, mais également pour questionner nos invités. Donc tout d'abord, je laisse la parole à Simon Edelblut. Voilà. Ça marche. Je vais quand même me mettre un chronomètre pour être pas trop long, parce que j'ai tendance à faire trop long sinon. Donc voilà. Vous me lancez mon PowerPoint. Voilà, impeccable, merci. Je vous dis à chaque fois d'avancer, c'est ça, je ne peux pas avancer maintenant. Voilà, d'accord, je vous regarde. Donc voilà, bonjour à tous, donc, je m'appelle Simon Edelblut, je suis professeur de géographie à l'Université de Lorraine et comme il a été dit, donc, je travaille essentiellement depuis plus de 20 ans maintenant sur tout ce qui est paysage et territoire de l'industrie, mais aussi bien actuelle qu'ancienne, les héritages, les transmissions, les patrimoines, etc. La reconversion, mais aussi les paysages industriels actuels. Et justement, donc, on va commencer tout de suite par cette recherche Google Images. J'aime bien faire ça au début. Donc je tape usine, je tape industrie, voilà, là j'ai tapé paysage industriel, et donc ça ressort ce sur quoi les gens cliquent le plus, justement. Et effectivement, sur ce sur quoi ils cliquent le plus, si je déclenchais le chronomètre, ce serait mieux, ça me permettrait de suivre un peu, eh bien, ce sont essentiellement ce qu'on va appeler des technopaysages, hein, c'est-à-dire des usines tubulaires, au centre du paysage, et puis pas mal d'urbains autour, hein, des maisons, des habitations qui peuvent entourer certaines usines. Donc le cliché de l'industrie, c'est à la fois le cliché du paysage industriel, plus exactement, c'est à la fois un techno-paysage et c'est quelque chose d'urbain. C'est quelque chose d'urbain et qui s'est construit au fil des siècles. Mais en réalité, l'industrie, le paysage industriel, c'est bien d'autres choses. C'est de l'habitation, c'est des voies ferrées, c'est des canaux, c'est plein d'autres choses, des annexes, des services, des foyers sociaux, enfin plein d'autres choses qui ont été construites par les industriels au fil du temps, notamment dans le cadre du paternalisme. Et puis ça existe aussi beaucoup en milieu rural. Il y a une diffusion, une dispersion de réalisations industrielles en milieu rural, dans les espaces ruraux. Il y a des cultures et des identités industrielles qui se sont construites autour des savoir-faire, un ancrage en milieu rural, et tout ça, ça s'incarne à travers justement certains paysages que je vous montrerai dans quelques minutes. Alors ça m'amène à définir quand même un peu le mot paysage. On vous en parlez certainement dans vos études en licence et en master, hein, notamment dans un master dynamique rurale. Le paysage, il est à la fois matériel et culturel et perçu. Bien sûr, il y a une matérialité, c'est le lien entre les travaux, les aménagements humains et la nature, hein, l'espace naturel, l'environnement. Et puis, il y a aussi toute une perception qui amène une certaine subjectivité aussi, hein, autour de la culture. Ce que vous allez trouver beau, c'est pas forcément ce que moi je vais trouver beau. Hein, donc, il y a tout un côté culturel et perception. Et ça a aussi une qualité de palimpseste, un paysage. Hein. C'est-à-dire que derrière ce que l'on voit de l'organisation du territoire actuellement, je sais pas moi, un centre commercial, voilà, un rond-point, des choses qu'on voit récentes, eh bien il y a aussi toutes les traces du passé qui restent plus ou moins fortes. Hein. Et c'est pour ça qu'il est très intéressant de l'utiliser quand on parle de transmission, hein, parce qu'on le voit à l'intérieur du paysage. Alors j'avais prévu même quelques mots sur la définition de l'espace rural, mais je me suis dit,
un master dynamique rurale. On ne va pas partir là-dessus parce que c'est en plus assez compliqué. Alors je vais faire ça en 3 points, donc on va laisser la diapo là pour le moment. Je vais vous présenter d'abord rapidement le profond ancrage de l'industrie dans les territoires ruraux, puis ensuite les paysages, on verra quelques photos. Est-ce qu'il y a des paysages spécifiques de l'industrie en milieu rural? Et puis, dans un troisième temps, tout ce qui est renouvellement, actualité, comment l'industrie se maintient et se voit encore dans les paysages, mais d'une manière un petit peu différente dans les espaces ruraux. Alors, ça a été dit dans l'introduction, c'était marqué dans le programme. Donc, dans le cadre de ce grand 1, d'abord, on commence par ce qu'on appelle la proto-industrie, qui était très présente en milieu rural. Il y en avait en ville, les canuts de Lyon, on connaît bien ça, donc c'était la proto-industrie en milieu urbain. Mais il y en avait énormément en milieu rural parce que c'est là qu'on trouvait la population essentiellement, c'est là qu'on trouvait la main-d'œuvre, c'est là qu'on trouvait les savoir-faire, c'est là qu'on trouvait aussi l'énergie, les cours d'eau pour faire tourner les moulins par exemple, qui sont des éléments de la proto-industrie, les ateliers à domicile, ça c'est de la proto-industrie, ou encore les manufactures, alors je ne parle pas forcément de celle dans laquelle on est aujourd'hui, mais des manufactures plus anciennes où on va chercher justement le savoir-faire et puis l'énergie et la matière première. Donc cette proto-industrie, c'est plus vraiment de l'artisanat, mais c'est pas encore vraiment de l'industrie. Il peut y avoir une machine dans un moulin, il peut y avoir des concentrations de travailleurs dans une manufacture, mais c'est pas encore véritablement le travail à la chaîne, enfin le cliché qu'on a de l'industrie, la production de masse, etc. Et puis avec la première révolution industrielle, en France ça va commencer toute fin 18e, début 19e, de façon un peu ténue encore en France, c'est surtout en milieu rural que ça se passe aussi cette première révolution industrielle. Parce que c'est là qu'on trouve les gisements de matières premières, le creusot par exemple, le charbon, le fer, etc. C'est là qu'on trouve les sources d'énergie aussi, plus facilement qu'en ville. Alors certes en ville il y aurait la main d'œuvre, mais c'est plus facile à l'époque de transporter la main d'œuvre sur les lieux où il y a les gisements, que l'inverse. C'est plus dur de transporter à l'époque des millions de tonnes de charbon que 100, 200 ou 300 personnes et leurs familles. Donc c'est ainsi que se constituent, lors de la première révolution industrielle, beaucoup de villages ouvriers. Donc une petite usine s'installe sur un ancien moulin par exemple, puis il faut construire quelques maisons autour pour les ouvriers, on va appeler ça les cités ouvrières. Il va se constituer beaucoup de villages ouvriers, de villages-usines, on peut trouver ça des villages industriels, plusieurs termes peuvent être utilisés. Donc je vous montrerai quelques exemples de cela. Beaucoup de ces villages ouvriers, plus ils agglomèrent de la population, plus ils s'urbanisent en fait. Et certains vont passer à un stade supérieur au cours de la deuxième révolution industrielle. On va appeler ça la ville-usine, la ville industrielle, la ville d'entreprise. On va trouver plein de termes autour de ça. Et bien là, on quitte notre sujet, puisque ça s'urbanise. Donc ceux-là, je ne vous les montrerai pas. Ce sont les paysages un peu au cliché emblématique de l'industrie, de la seconde révolution industrielle. Et puis troisième configuration, tout ça, ça se fait en parallèle, c'est ce qu'on appelle l'industrie diffuse. Il y avait un géographe à Lyon, Jean-Pierre Roussel, je crois qu'il est décédé assez récemment, qui était spécialiste de l'industrie diffuse en milieu rural. Vont s'installer dans les villages des petites usines, venues d'ateliers souvent proto-industriels, qui se diffusent, qui se dispersent sur des territoires de la taille d'un canton ou de 2 cantons, et puis qui font tout un peu la même chose liée à un savoir-faire local. C'est ce qu'on appelait dans le passé des districts industriels. On va parler aujourd'hui peut-être de systèmes productifs locaux, pas tout à fait les mêmes définitions, mais c'est un peu la même idée. De clusters, on va parler aussi d'une association qui s'appelle en France France Cluster, qui regroupe justement ces territoires un peu plus ruraux sur une spécialité propre. C'est souvent justement lié au savoir-faire. Il y a un territoire que j'ai pas mal étudié, sur lequel j'ai un peu publié, qui s'appelle le Vimeux. Donc c'est dans la Somme, c'est dans l'ouest de la Somme, c'est de la taille de 2 cantons à tout casser, même pas, un canton et demi on va dire, dizaine, une quinzaine de communes, où en fait, pendant l'Ancien Régime, un de ses habitants était parti à Paris, a travaillé à Paris, s'est formé au travail de la serrurerie à Paris, et quand il est revenu dans le Vimeux plus tard, eh bien il a diffusé son savoir-faire, et ça c'était de la proto-industrie, donc il y a des petits ateliers de serrurerie qui sont mis. La serrurerie, ça ne demande pas beaucoup de matières premières, voilà, ça ne demande pas beaucoup de place, pas trop d'énergie non plus. Ça s'est diffusé dans ce milieu rural, qui s'est industrialisé à la première révolution industrielle, puis continue à s'industrialiser durant la seconde, et qui continue à être extrêmement industriel aujourd'hui, qui a un très fort taux d'un point industriel, donc en valeur relative, sur le territoire. Et je vous montrerai comment ça évolue. Donc là, il y a vraiment une transmission du savoir-faire autour de cette idée de serrurerie, de petite métallurgie. Ils font pas mal de robinetterie aussi, encore aujourd'hui, mais je vous montrerai ça un peu plus tard. Mais ça vous montre ce type de petit territoire dont je vous montrerai un peu les paysages dans quelques minutes. Donc on va voir maintenant les paysages, je vais aller plus vite que ce que
c'est pas grave, hein, voilà. Il y a une photo qui n'est pas passée, donc je ne sais pas pourquoi, mais bon, elle est en blanc. C'est dommage parce que elle est toute récente, je l'ai prise en 2023. J'ai fait une demi-journée de route pour aller prendre la photo, non pas tout à fait une demi-journée, j'ai passé à l'aller-retour bien sûr, pour aller prendre cette photo juste de moulin. Hein. Donc en fait, c'est les traces de la proto-industrie. Donc les petits ateliers à domicile, justement dans le Vimeux, là en haut à gauche, donc il y a une petite boutique, on appelle ça un atelier devant la maison. Donc aujourd'hui, c'est plus un atelier de serrurier, hein, donc je ne sais pas ce qu'il fait la famille là-dedans, mais bon, c'est resté comme ça. Vous allez trouver ça, c'est ténu, c'est discret. Et puis il y a les moulins, donc là c'est une belle photo de moulin, hein, donc il n'est plus un moulin aujourd'hui, mais les moulins, c'est des éléments proto-industriels. C'était assez ubiquiste. Et puis plus ponctuel, plus rare, les manufactures, ici à Arquet-Sonan, hein, donc des bâtiments avec une architecture spectaculaire, mais qui ne sont pas encore vraiment des usines parce qu'il y avait une concentration de travailleurs, mais pas des ouvriers. Alors, diapo suivante, là vous avez ce qu'on appelle le village ouvrier. Hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors celui-ci, il ne s'est pas beaucoup développé, donc il n'est pas passé au stade de la ville-usine, mais vous avez donc au centre une ancienne manufacture, d'ailleurs, vous avez du fer blanc. Alors je peux montrer d'ailleurs, je me pousse, c'est pas mal. Donc ici, qui s'est agrandi par des usines, des bâtiments au toit à chaîne, des halles industrielles. On a construit des cités ouvrières. Depuis, on a même détruit d'ailleurs une de ces casernes ouvrières, plus exactement. Donc, maison du patron, bâtiment de services et de bureaux, chapelle, une scierie, le canal, et puis aussi la ferme qui alimentait le village. Donc là, il y a un impact de l'industrie dans le paysage qui est encore là. Maintenant, c'est devenu un centre d'équitation, donc c'est fermé depuis les années 60, hein, donc c'est tout à fait autre chose. Mais la touche industrielle, elle est toujours là. Les chaînes, ils sont toujours là. La vieille manufacture est toujours là. Et puis, il y a ces fameux districts industriels, industrie diffuse, donc diapo suivante. Industrie diffuse, district industriel, aujourd'hui on parlera de cluster. Là on a un village du Vimeux, donc à Tully, hein, dans ce district industriel du Vimeux. Donc vous avez plusieurs petites anciennes usines à chaîne, ou pas à chaîne, parfois ça peut être à étage, plus ou moins fermées ou ouvertes, hein, ça dépend lesquelles. Maisons patronales, il y en a 2-3 dans le village. 2-3 rangées de sites ouvrières, il n'y en a pas tant que ça, parce que comme c'était progressif cette industrialisation, il n'y a pas eu besoin de construire des dizaines et des centaines de logements ouvriers, des maisons ouvrières plus classiques, et puis des services communs, une ancienne coopérative là, que les industriels avaient établie à plusieurs pour leurs ouvriers, la mairie construite par les industriels, etc. Donc ça, si vous n'êtes pas averti, vous voyez bien quelque chose de différent d'un village complètement agricole. Il n'y a pas que des fermes, quoi. Il y a d'autres choses, et ça donne une ambiance un peu particulière et un paysage assez particulier qui est celui donc du district industriel. Alors, certains auteurs écrivent ceci sur ce type de paysage. Hein. Dans le Vimeux, par exemple, l'usine, c'est Gérard Baron qui écrit ça, l'usine s'estompe dans l'écran de verdure. En Vimeux, l'usine se fait discrète, intégrée au cœur même des bourgs. Elle semble s'être insérée peu à peu dans une structure villageoise à vocation agricole. Les frères Nassé sur l'Ardèche, hein, donc, que vous connaissez bien, à propos notamment des moulinages. Hein. L'activité industrielle s'insère parfaitement dans l'économie rurale jusqu'à s'y diluer, à en perdre justement son caractère industriel. Donc vous avez vraiment un lien, un ancrage très très fort. Alors quand ces usines ferment, ou en tout cas évoluent, hein, il y a une réflexion qui se fait à un moment sur l'héritage industriel. Est-ce qu'il faut patrimonialiser cet héritage? Est-ce qu'il faut en faire quelque chose? Alors, il n'y a rien de vraiment très spectaculaire finalement. C'est pas les hauts fourneaux que j'ai dans ma Lorraine, là, ou des immenses usines en briques rouges qu'on peut avoir dans le Nord, dans les Hauts-de-France. Donc, c'est pas très spectaculaire. C'est un patrimoine, c'est un héritage vernaculaire, c'est un petit patrimoine industriel en fait. Hein. Et on sait le mettre en valeur, mais on va le mettre en valeur de façon aussi un peu vernaculaire et modeste en fait, hein, avec des panneaux d'explication, des petits itinéraires, des choses comme ça. Et c'est très important de le faire, on va le voir sur la diapo suivante. Hein. Donc là, je vous amène dans le massif vosgien, à La Bresse, dans le département des Vosges, où dans cette commune qui est toujours très industrielle, mais aussi d'ailleurs touristique, c'est la principale station de ski des Vosges, hein, si tant est qu'il y a encore de la neige. Et donc ces gens-là, c'est la commune et puis les industriels locaux, des associations locales, tout le monde s'est mis un peu d'accord là-dessus. Ils ont créé un sentier du textile, vous voyez les petites bornes, hein, les petits panneaux, qui va d'héritage en héritage, donc les anciennes cités ouvrières, l'ancien canaux d'alimentation, des panneaux paysagers qui vous montrent l'usine au toit Hachette dans le fond qui est fermée, hein, et puis les cités ouvrières autour, et on vous explique tout ça, vous vous baladez. Mais ce qui est très important, pourquoi on fait ça et quel est l'intérêt de faire ça? C'est de le mettre en lien, c'est la photo en haut à droite là,
avec les usines actuelles. On continue à travailler le textile là, ils font du linge de maison, les Vosgiens, ils sont assez forts là-dessus. On continue à travailler et vous avez un panneau d'explication devant l'usine moderne, là, le hangar fonctionnaliste, la boîte à chaussures, comme on dirait de façon caricaturale. Ben, il y a un panneau qui vous explique, ben voilà le résultat de ces centaines d'années de savoir-faire et de transmission de savoir-faire qui restent toujours sur place. Donc dans votre randonnée, vous allez voir des trucs un peu anciens, hein, voilà, on va dire un petit peu voilà, des héritages, mais aussi des choses actuelles. Donc c'est une manière d'ancrer le paysage industriel dans l'identité actuelle et de continuer à valoriser cet héritage. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce qu'il faut insister sur cette identité locale, sur cette fierté locale. C'est pas pour faire venir des millions de touristes chinois ou américains, hein, ces sentiers du textile. C'est essentiellement pour les locaux ou les régionaux, hein, pour qu'il y ait cette fierté territoriale, cet ancrage territorial, qui est un facteur d'attractivité. Parce que si les gens sont attachés à leur territoire, bah, ils vont tout faire pour le développer et pour faire venir des investisseurs ou de nouveaux habitants, par exemple. Alors, comment la photo à droite, elle va me faire le lien avec la troisième partie, et ma dernière partie, donc sur l'industrie rurale aujourd'hui, donc qui se renouvelle, mais qui est en voie, je dirais, de banalisation paysagère. Alors, au-delà des héritages, les anciens districts, les anciens villages ouvriers, s'ils fonctionnent encore, hein, se maintiennent pour la plupart avec de forts taux d'emploi industriel. Dans l'introduction, là, quand vous m'avez cité tout à l'heure, voilà, jeune homme là, hein, vous dites, vous avez écrit les territoires ruraux, c'est là où il y a les plus industriels. Hein. La phrase exacte, c'est de dire que c'est les territoires où il y a les plus forts taux d'emploi industriel. En valeur absolue, bah, évidemment, c'est pas le rural qui a le plus d'emploi industriel. Hein. Les grandes usines, elles sont dans les banlieues, dans la banlieue parisienne. Il y a les plus grosses usines de France, c'est Peugeot près de Mulhouse, etc. Donc c'est très urbain. Hein. Mais bah, s'il y a une usine de 100 personnes qui ferme dans la banlieue parisienne, bon, si c'est grave quand même pour les gens qui perdent leur emploi, évidemment, mais ces gens peuvent retrouver des emplois assez vite parce qu'il y a plein d'emplois tout autour. Par contre, si vous avez une usine de 30 personnes qui ferme au fin fond d'un département très rural, bah, c'est beaucoup plus grave parce que cette usine, elle assurait, je sais pas, 10, 20, 30% de l'emploi local. C'est énorme, donc c'est une catastrophe. Hein. Donc c'est en valeur relative que le poids de l'industrie est plus fort en espace rural. Alors, ce maintien de l'industrie en milieu rural, il est possible au prix d'une adaptation et du renouvellement du tissu industriel ou du renouvellement du tissu industriel ancien ou d'aide. Alors, adaptation, donc on va prendre la diapo suivante. Hein. Je vous amène justement en Ardèche, hein, mais dans le nord Ardèche, donc c'est pas tout à fait là où vous êtes, hein, donc dans les Boutières, ou dans ce canton où s'est développé un district industriel ancien autour du bijou, du textile, avec des emplois industriels qui se maintiennent. Eh bien, on a travaillé sur l'attractivité du territoire dès les années fin des années 90, années 2000, ils mettent en place un centre de culture scientifique, technique et industrielle qui s'appelle l'Arche des métiers, dans une ancienne tannerie, vous voyez. Hein. Donc maintenant, c'est des bureaux dans l'ancienne tannerie, et des expositions, etc. Et puis là, on pousse, on essaye de faire collaborer les entreprises elles-mêmes, les habitants, les élus, les collectivités locales, etc. Et puis, on organise des expositions qui ont aussi pour objectif, d'ailleurs, de faire connaître le savoir-faire, de montrer aux élèves des collèges et des lycées et des écoles voisines, les faire venir là, leur montrer qu'il y a des emplois sur place, qu'il y a une possibilité de rester sur place, qu'on peut aller peut-être faire des études à Lyon ou à Paris, et puis peut-être revenir après parce qu'il y a des emplois, sur place. Hein. Il y a une volonté de faire connaître avec ça. Alors, adaptation, comme c'est le cas ici dans ce pôle industriel du bout du monde. Hein, j'avais lu l'article d'une personne qui avait intitulé son article « Un pôle industriel du bout du monde », parce que c'est très isolé. Donc il y a aussi, à côté de cette adaptation, des aides. Alors, sur la diapo suivante, je vous ai mis 2 cartes du dispositif Territoire d'industrie, donc a commencé en 2018 et qui a été renouvelé en 2023. Et les territoires qui ont été labellisés par l'État au titre de ce terme territoire d'industrie, qui va amener des aides pratiques, des aides financières, des aides de plein de domaines, hein, voilà, des personnes qui vont être consacrées à l'attractivité de ces territoires, eh bien, ils sont essentiellement ruraux, surtout dans la première mouture. Hein, il peut y avoir des petites villes, des villes moyennes, mais il n'y a pas de métropole. Hein, c'est des territoires, on va retrouver le Vimeux, on va retrouver d'autres territoires, les Vosges par exemple, hein, vous en avez en Rhône-Alpes aussi. Et puis dans la deuxième mouture, d'ailleurs ça s'est un petit peu étoffé, on commence à avoir des villes un petit peu plus grandes qui rentrent dans ce label territoire d'industrie parce que ça a été considéré plutôt comme positif, hein, ces aides qui ont été données. Donc c'est une manière de maintenir aussi ces savoir-faire et de développer ce tissu industriel dans des territoires qui sont extrêmement dépendants de ce tissu industriel justement. Et puis la troisième manière, c'est de renouveler ce tissu industriel.
ce sera mon tout dernier point, donc dernière diapo. Donc je vous ramène dans le Vimeux, où vous avez à Fresneville à peu près le même paysage qu'on avait à Tully finalement. C'est un peu plus gros Fresneville, hein, on dépasse les 2000 habitants, mais vous avez, vous retrouvez des maisons patronales, quelques usines, certaines en friche, d'autres non, hein, parce qu'il y en a quelques-unes qui ont fermé, quelques cités ouvrières, les fameuses boutiques, etc. Et puis dans le Vimeux, on s'est dit, pour maintenir ce tissu industriel, il faut évoluer. Et ils ont créé une grosse zone d'activité, là, dès les années 70, où on a souvent d'ailleurs, j'allais dire exurbanisé, délocalisé, c'est pas le bon mot, mais transféré, ce serait mieux, hein, certaines usines des vieux tissus villageois qui étaient un peu coincés dans leurs vieilles usines à chaîne ou à étage, et on les a mis sur la zone d'activité, dans des hangars fonctionnalistes tout à fait anonymes et banals. Donc je dirais que là, il y a une double banalisation du paysage industriel en milieu rural, puisqu'on va quitter les anciennes usines, la structure villageoise un peu étrange, là, avec cette industrie dispersée dans le village, et puis on va retrouver une zone d'activité, peut-être que vous la connaissez, autour de Lyon, autour de toutes les grandes villes, avec un beau rond-point, vous voyez, juste au nord, là, et puis dans cette zone d'activité, il y a les serruriers, il y a les robinettiers, ils sont là, hein, de Cailleul, c'est une entreprise de robinetterie, je me rappelle bien, ou de serrurerie, je ne sais plus en fait, et il y a même Velux qui s'est installé là, donc le danois c'est VKS, je crois, le nom de l'entreprise, qui fabrique les fenêtres de toit sous la marque Velux, qui s'est installé là parce que dans les Velux, il y a des serrures. Donc ils sont venus chercher le savoir-faire ici pour justement mettre des serrures dans leurs fenêtres de toit. Donc ça a attiré des investisseurs et ils produisent une zone d'activité absolument banale qu'on va trouver un paysage qu'on va trouver un petit peu partout, dans des usines, les fameuses boîtes à chaussures, là, hangars fonctionnalistes, qui sont elles-mêmes extrêmement banales. Donc l'image de l'industrie dans les zones rurales ou dans les espaces ruraux, finalement, elle se banalise grandement et on le voit très bien sur cette diapo. Alors je conclus. Je vous ai présenté un peu très rapidement une géohistoire accélérée des paysages industriels dans les territoires ruraux sur un peu un temps long. Et l'important est de bien comprendre cet ancrage, hein, parce que ces héritages industriels anciens, même si les usines sont fermées ou si ça ne fonctionne plus de la même façon, ils font partie de l'identité de la population locale. Ils sont des éléments de fierté et d'attachement territorial. Et vous qui êtes des futurs aménageurs, de territoires ruraux, hein, parce que vous êtes dans un master dynamique rurale, il ne faut pas oublier cet aspect, cet ancrage, cette identité, ces héritages-là. Ça ne veut pas dire être passéiste, garder tout comme sous cloche dans un musée, mais ça veut dire, comme à la Brest, là, je vous ai montré, hein, intégrer ces héritages à la dynamique industrielle ou économique globale actuelle. Et c'est l'exemple d'Ardelaine qui va être développé, c'est exactement ça. Hein, c'est-à-dire intégrer l'héritage à la dynamique finalement, et à l'actuel, au présent. Voilà, je vous remercie. Ouais, j'ai 4 minutes de plus. Justement, je vous laisse présenter Ardelaine. Et voilà. Oui, vous entendez là? Oui. Ah oui, ça s'enchaîne bien. Hein. On fait exprès quand même. Ah, oh, merci. Donc on aime bien entendre parler de proto-industrie, parce que c'est un mot qui n'est pas employé couramment, et nous, on a tout le temps dans la bouche aussi. Parce que donc Ardelaine se situe en Centre-Ardèche, donc dans un petit village de 550 habitants, sur un ancien site justement proto-industriel, avec un moulin du XVe siècle, et puis une fileture de laine du XIXe siècle. Et donc vraiment un lieu où l'économie était très localisée, puisque la laine qui était travaillée dans cette filature, elle venait des moutons à je sais pas, 1 heure de route, de chemin. Elle était vendue sur les foires et les marchés à 50 km à la ronde maximum. Et pareil, le grain était moulu, et voilà, et tout ça, ça a fonctionné jusqu'à l'après-guerre, quoi, jusqu'à la guerre. Et c'est arrêté dans les années 60. Et donc, nous, jeunes des années 70, on s'est dit, effectivement, est-ce qu'on met ça sous cloche? Enfin, quand on a découvert, vous aurez quelques détails après. Est-ce qu'on fait un musée? Parce que pour nous, c'était vraiment un patrimoine, quoi. C'était nous qui, quelque part, étions justement cette génération de transition entre
le monde d'avant et le monde d'après, et avec toute l'industrialisation et tout ça, on était plutôt résistants et amoureux des savoir-faire et d'une dimension plus artisanale quoi, du travail. Et donc voilà. Et donc aujourd'hui, ça ressemble à quoi Ardelaine Ardelaine, oui, donc on a choisi de plutôt privilégier la création d'activités et la création d'emplois. Et de reconstruire une économie sur ce lieu à partir des ressources qui étaient là, le mouton, la laine, tout ça. Et donc, plutôt que de faire un musée. Et parce qu'il nous paraissait vraiment, enfin le territoire était vraiment désespéré à l'époque, dans les années 70, c'était vraiment pas drôle. Hein. Il n'y avait que des personnes âgées, il n'y avait pas de travail. Donc la création d'activités et d'emplois nous paraissait indispensable et prioritaire pour la revitalisation de ce village. Donc aujourd'hui, Ardelaine, c'est une soixantaine de salariés. C'est une coopérative, sous forme coopérative, c'est une SCOP. Donc Ardelaine travaille tout le long de la filière laine. On travaille la laine de 50 000 moutons, on en tond 25 000 nous-mêmes et on travaille aussi avec des partenaires. On les transforme, oui, c'est 70 tonnes par an. Ensuite, on a toute une activité de literie, on fabrique de la literie. Et notre idée, c'était aussi de faire ce travail en circuit court. Donc, à la fois on produit à la fois de la literie et des vêtements aussi, et on commercialise directement donc à plein de clients, soit sur place, soit sur des foires et salons bio, soit par correspondance. Voilà. Et aussi, on a développé un site touristique, on peut dire, et culturel, puisqu'on accueille 15 000 visiteurs à peu près chaque année sur notre site, dans lequel, en proposant 2 parcours muséographiques sur l'histoire du travail de la laine et une boutique sur place, et aussi, comme on s'est vraiment axé sur un développement par diversification, on a créé donc un café-librairie, un restaurant et aussi un atelier de transformation alimentaire, parce que l'alimentaire me paraissait un sujet très important sur lequel il fallait agir pour notre territoire. Et actuellement, donc, on se considère comme on s'appelle, c'est nous qu'on a décidé d'abord, coopérative de territoire. Voilà, c'est notre, mais à la fois une coopérative, mais dont le but est de participer au développement économique et social de notre territoire. Voilà. D'où sommes-nous partis? Quelle idée d'aller remonter cette filature en Ardèche, dans un troupeau. Je vais partir de l'histoire pour essayer de mettre très près. Ah oui, d'accord. Alors, je vais revenir à comment est née la proto-industrialisation. Et en fait, il y a des choses il y a des facteurs déterminants et qui ne sont pas regardés quand on considère que l'industrie, ça démarre au 19e siècle, et après on regarde vers le bas et on essaie de comprendre. En fait, c'est l'énergie qui décide. C'est l'énergie qui décide, et surtout que dans les bords du Massif central, il y a des pentes, et avec à la main, on peut faire un petit barrage avec quelques rochers. Avec une centaine de mètres, on a 12 mètres de chute. Et en fait, avant le charbon, l'énergie, elle est là. Il n'y a pas d'énergie ailleurs. Les zones riches et de plaine n'ont pas d'énergie, n'ont pas la capacité de capturer l'eau disponible, alors que nous, il y a un système hydraulique qui est né en même temps pour les chutes, qui a un rendement 10 fois supérieur à ceux qu'on trouve dans les zones de plaine. Et donc, c'est ce qui va faire. Alors ça, c'est un élément. Et le deuxième élément qu'on peut mettre en Europe, puisque nous on a fait le tour de tous les musées européens sur la problématique, et donc on en a fait un qui fait une synthèse, c'est simplement le facteur protestant, puisque nous on est au milieu des guerres de religion, et les protestants, c'est les gens qui, grâce à l'imprimerie, grâce aux Bibles écrites dans leur langue,
se sont auto-alphabétisés et c'est eux qui ont créé vraiment la modernité. Et donc on est dans cet endroit-là. Et nous, on a une tuile écrite, gravée avant d'être cuite, sur laquelle il est marqué fait par Alexandre Puot en l'an 1649. Oui, donc ça veut dire que ces gens-là, alors d'une part, étaient dans un milieu analphabète, puisqu'en fait, voilà, et en français aussi, parce qu'ils parlaient le patois, et en France, il y avait des patois partout. Ils étaient aussi en réseau par le phénomène religieux. Donc en fait, ils pouvaient savoir ce qui se passait en temps réel en Hollande, qui était l'endroit qui était déjà dans les activités internationales. Et donc simplement par le fait religieux, il y avait des possibilités de savoir, alors que nous, on était en guerre de religion simplement par Louis XIV, qui a dit un seul roi, une seule loi et une seule religion, alors que la plupart des pays périphériques de l'Europe étaient beaucoup plus en avance sur ces phénomènes parce qu'ils étaient un peu plus tolérants sur le fait religieux. Ça fait pas ça. Donc vous voyez, il y a une mécanique qui suit des choses. Et en fait, le changement de taille, puisque nous on est aussi une route de la soie, sur la filière soie, et donc ce qui a été déterminant, c'est encore l'énergie. C'est-à-dire qu'avant le charbon, il y a une phase intermédiaire, c'est qu'à un moment, on a été capable de faire des barrages sur les rivières, parce qu'on est dans le même bassin versant que ce que tu as évoqué tout à l'heure. C'est là où il y avait la plus grande concentration. Mais c'est l'Érieux. Oui, l'Érieux. Parce que c'est en fait, c'est un gros bijoutier de dimension nationale qui s'est installé à un endroit là. Alors l'autre chose à dire aussi, que dans le phénomène, on ne peut pas lier, puisque vous êtes lyonnais, les canuts, et qu'en fait, ça veut dire qu'on a concentré dans les phases sans se rendre compte que, à un moment, la concentration ouvrière, elle crée des problèmes, quoi. Et c'est après qu'on a dispersé. C'était pour le fait d'avoir disons, des canuts. On trouve en Angleterre, avec les pieds, c'était une guerre civile en même temps, qui a fait beaucoup de morts. Voilà, donc vous voyez, donc c'est les éléments structurants ou déstructurants qui sont liés à d'autres facteurs. Et ça c'est étrange, mais l'histoire n'en parle pas suffisamment. Alors c'était juste pour parler d'histoire. Puisqu'on est sur les savoir-faire, moi l'Ardèche, vous le savez, est très riche archéologiquement, c'est phénoménal, on le sait maintenant, tout le monde le sait. Et moi, adolescent, j'étais dans l'archéologie. Et en fait, moi j'étais dans des études scientifiques, techniques, etc. Pour aller très loin là-dedans. Et en fait, par l'archéologie, on rencontre des personnes âgées, des gens du milieu. Et on apprend, même jeune, à parler avec des personnes voilà, et qui font des choses qu'on ne connaît pas, puisque nous, on est des modernes. Et en fait, déjà va arriver le rapport au savoir-faire. Et à cette époque-là, il y a encore beaucoup de gens qui vivent les modalités historiques. Et en fait, on pouvait nous demander à une personne à quoi ça sert cet outil, et on avait de suite la réponse. Et en fait, ça permet d'apprendre qu'il y a une autre forme d'intelligence. Nous, on était formatés pour une typologie, des modalités d'intelligence, et ça marchait. Et avec des horizons. Et alors que ces gens-là étaient donc sans horizon, puisque ils étaient pris d'un coup, mais ils étaient dans la générosité, qu'on trouve aussi dans le savoir-faire, c'est artisanal, c'est de toujours apprendre et aussi de toujours montrer. Et donc ça, c'est une autre forme de manière de procéder pour comprendre et ensuite agir avec ce qu'on comprend, puis connaître. Donc voilà, c'est un apprentissage initial que nous on pouvait faire à nos époques. On pouvait aussi, c'est très rare que je parle comme ça, devant ça. On pouvait rentrer dans les ateliers d'artisans, c'est incroyable. Gamin, on s'arrêtait dans un atelier, on pouvait rentrer, quoi. On me disait, on allait à l'école. Et donc, alors que maintenant, c'est complètement impossible de rentrer dans un atelier, vous voyez. Donc, on avait donc une autre relation au travail, et finalement, on finissait par respecter ces vieilles personnes qui étaient l'équivalent de nos grands-parents, en fait. Et
donc, ça veut dire que dans les années 80, ça a été dit, effectivement, il s'est créé spontanément une espèce de courant de pensée qui était en train de commencer à être critique en tant que personne sur ce qu'on voulait que nous devenions, et qui commençait à se dire, mais enfin, il y a un autre monde, puisqu'on le côtoyait, qui finalement est assez sympathique. Et c'est ce monde des savoir-faire de l'artisanat. Et alors après, ça veut dire que quand je vais sur la logique d'Ardelaine, parce que en fait, nous, on ne sait rien, on n'est pas de cette vallée, on ne sait rien, et on va arriver à ce que vous avez entendu, on ne sait rien sur la laine, on ne sait rien. Et on vient d'ailleurs avec des formations différentes. Mais en fait, avec cette compréhension de l'intelligence qui était à côté de la nôtre, hégémonique, c'est la nôtre, en fait, on a organisé Ardelaine sur un groupe artisanal. Pareil, toujours. C'est un groupe artisanal, en fait. C'est-à-dire que nous, on s'est rendu compte, puis on avait aussi des expériences d'activités dans la jeunesse où on pourrait être face à des 100 jeunes. En fait, on avait compris aussi qu'en gros, pour qu'il y ait une collaboration à peu près qui se fait d'elle-même, il y a des tailles. Voilà. S'il y a 100 personnes, on ne peut pas discuter de quoi que ce soit à 100 personnes. Mais il y a des dimensions, et donc ça veut dire qu'Ardelaine, les 70 personnes, schématiquement, c'est 10 ateliers de 6 personnes. Et ces gens-là, ils ont la maîtrise totale. Alors, dans l'artisanat, on avait remarqué une chose aussi, c'est qu'en fait, il y avait des apprentis. Donc, il y a toujours le phénomène de aussi apprendre à l'intérieur. Et ensuite, il y a beaucoup moins de hiérarchie. Les gens qui travaillent assis, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et ils sont dans la complémentarité. Et c'était amusant de voir quand on rentrait dans un atelier où on pouvait rentrer, que si le patron n'était pas là, c'est le vieux qui répondait au téléphone. C'est tout, le vieux ouvrier. Donc il y a une taille. Et aussi dans la soie, nous on est dans la phase initiale de la soie, parce qu'on était seulement sur la route de la soie, où il y avait déjà des entrepreneurs historiques installés, et qui, de ce qu'ils faisaient, sont devenus moulineurs. Seulement parce qu'on était à la route entre là où se produit grâce au Maurier, le verre à soie, c'est le sud, et Lyon. Simplement, c'est ce hasard-là. Et donc, ça fait que voilà ce qu'on a. On a la polyvalence, et on a réfléchi, en étudiant le système industriel, que l'hyperspécialisation faisait qu'il suffisait que dans une filière où il y a 15 professions, c'est notre cas, ou un peu plus même, eh ben, en fait, il suffit qu'il y ait un maillon qui soit en difficulté, parce que pas rentable, tout tombe. C'était les fondements de la filière. Donc, on a décidé dès le départ qu'on serait filière intégrée dans sa totalité, qu'on serait partie prenante, et aussi parce qu'on a un problème particulier français, qui est qu'il y a un monde agricole, et il y a un monde général, et qu'il y a une frontière. Et donc on ne peut pas intégrer des agriculteurs, éleveurs, c'est notre cas, dans une structure. Et donc, partie prenante, ça veut dire que nous, quand on a été capable après avoir rendu des services à cette population, d'avoir les moyens, on a payé la laine qui se jetait. Partout, se jetait. Et nous, on pouvait la payer parce qu'en faisant une intégration dans deux filières, c'était comme de la redistribution. Et l'autre chose aussi, c'est qu'en fait, quand on avait étudié le même schéma, on se rendait compte que si on faisait la somme dans toutes les opérations des prix et des marges, et qu'on se rendait compte que le commerce allait toujours le plus grand, dans toutes les situations, c'est le commerce qui est le plus grand, on se rendait compte qu'il n'y avait pas la possibilité de payer la ressource. Il n'y avait pas la place. Et donc ça veut dire qu'on a intégré le commerce aussi. Et en fait, on a aussi intégré les clients, c'est-à-dire partie prenante et circuit court. Et c'est ce qui fait qu'on a pu avoir une croissance continue. En 40 ans, ça a été comme ça. On est devenu européen avec les salons.
On a refusé des marchés internationaux, c'est parce qu'on était représentant de ce qui se faisait en produits d'authenticité française, les Japonais. Et en fait, c'est là où on est devenu, c'est l'histoire. On a appris sur le tas, toujours en avançant, c'est qu'en fait, c'est le territoire qui devenait le régulateur. Et on s'est appelé coopérative de territoire, parce que si ça marchait avec les Japonais, alors que nous, on avait donc une filière qualitative intégrée depuis le début, comment on faisait s'il y avait simplement 3% de croissance par année? On travaillait avec, à l'époque, 300 ou 350 agriculteurs. Maintenant, c'est plutôt 200 parce que ça s'est concentré sur le nombre de moutons. Et en fait, on ne peut pas trouver le niveau de qualité, ni même les éleveurs pour arriver à tenir une croissance à l'extérieur. Et à partir de ce moment-là, on a décidé qu'on ferait de la croissance au service du territoire. Et toujours pareil. Ah oui, le temps, je ne sais pas, moi, il faut m'arrêter. Hein. Alors, je me dis encore un peu. C'est bon, les 30 secondes. Ben voilà. Voilà. Donc en fait, c'est une histoire, c'est une sorte d'aventure. Il faut savoir que depuis qu'on s'appelle Coopérative des territoires par nous-mêmes, on a reçu les Chinois, la Corée du Sud, le Grand Maghreb, etc. Parce que j'aime bien, moi je suis plutôt dans l'histoire. Donc, et c'est un phénomène, je vous donne les informations en temps réel, c'est un phénomène mondial maintenant, parce que le méga système qui est mondialisé, en fait, il ne fait que passer. Et il y a une multitude d'endroits où ils ont l'expérience qu'une fois qu'il est passé, dans le territoire, il n'y a plus rien. Et donc c'est pour ça qu'on reçoit ces gens-là, parce que maintenant on le fait coopérer le territoire. Et moi j'étais très intéressé d'entendre qu'il y avait des formations territoriales, parce que moi j'étais dans le développement local, dans des choses historiquement aussi, et que le mot, on n'osait pas le dire, alors que c'est la réalité. Territoire, c'est d'une globalité, et c'est beaucoup plus capable de répondre à ce qui nous arrive. Juste un petit mot sur l'apprenance, parce qu'en fait, bon, évidemment, on ne connaissait rien du tout au métier de la laine, et qu'il a fallu apprendre, et que l'école de la laine, ça n'existe pas. Donc, on a été apprendre les métiers, apprendre auprès des professionnels, en fait. On allait voir un matelassier, on lui disait, bah, alors, comment on fait les matelas, montrez-nous. Et dans ce milieu qui n'est pas industriel, finalement, qui est petit artisanat ou moyen artisanat, par exemple des ateliers de confection de vêtements, pareil, des petits ateliers, ils nous ont tous ouvert la porte en nous disant mais venez, regardez, apprenez, assis-toi là et regarde, c'est comme ça qu'on apprend, ou essaye de faire aussi par toi-même, voilà. Et donc il y a eu cette transmission comme ça pour arriver à devenir des professionnels de tous ces métiers, la tonte, le lavage, le cardage, le machin, parce qu'il y a plein de métiers sur la laine, la confection, le tricotage. Alors là aussi, c'est une aventure incroyable d'apprendre le tricotage quand on n'y connaît rien. Et maintenant, on est aussi, l'entreprise passe son temps aussi finalement à apprendre aux nouveaux qui arrivent les métiers. On est entreprise du patrimoine vivant, mais sur des métiers rares. Les gens qui viennent, quand on recrute, la plupart des gens, ils n'ont jamais fait le métier pour lequel on les recrute. Et ils ont choisi de vivre en milieu rural, où c'est qu'il y a du boulot, c'est la maison de retraite ou Ardelaine, quoi. Et donc, l'apprentissage a une énorme place dans l'entreprise, quoi. Finalement, c'est une entreprise d'apprentissage. Mais non seulement ils apprennent les métiers, mais ils doivent apprendre aussi la coopération. Parce que en fait, tout ça, Ardelaine, ça tient parce que c'est une coopérative. Et donc, ils doivent apprendre aussi, c'est quoi une entreprise? Ils vont devenir salariés associés. Ils vont être associés, donc ils doivent apprendre ce que c'est qu'une entreprise et ils doivent prendre leur place dans la gestion de l'entreprise puisqu'ils sont copropriétaires de l'entreprise aussi. Donc, en matière de transmission aussi, puisque c'est votre thème, c'est vraiment important, très important d'être une coopérative parce que
les vieux coopérateurs, les fondateurs, quand ils ont arrêté, ben, en fait, ils n'ont pas vendu l'entreprise, comme ça se fait naturellement, hein, enfin, classiquement. Et l'entreprise appartenait déjà aux salariés, quoi. Voilà, ils ont tous un peu de capital dans l'entreprise, ils sont tous copropriétaires. Donc il y a aussi une chance au niveau de la pérennisation de toute cette aventure qui a fêté ses 40 ans cette année. Bonjour à tous. Alors moi, je suis très heureuse d'être au département de géographie parce que je trouve que c'est une discipline qui est trop peu investie sur la thématique des savoir-faire. Aujourd'hui, quand on pense à savoir-faire, on pense formation, transmission, retombées économiques, mais on ne pense pas à comment est-ce que les savoir-faire ils peuvent irriguer les territoires. Or, je pense que c'est intéressant d'adresser ce sujet autour du partage de la valeur. Il faut vraiment que les fruits des savoir-faire ne se fassent pas au profit d'un seul indicateur, celui de la rentabilité, mais aussi au fruit des habitants de son territoire. Et je vois trop souvent, quand on parle de savoir-faire, parler de manufactures de luxe qui s'installent dans des territoires pour pouvoir produire des sacs Louis Vuitton qui sont envoyés de l'autre côté de la planète. Donc en fait, qui ne sont pas des objets accessibles aux habitants du territoire. Et est-ce qu'aujourd'hui, vu toutes les transitions qu'on a à traverser, est-ce que ça a encore un sens de fabriquer des objets qui vont être accessibles qu'à une minorité de personnes qui, qu'on se le dise bien souvent, sont des gros pollueurs et ne font pas forcément que du bien à la planète, alors qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, demain, à court et à moyen terme, ce ne sont pas des millions de directeurs en marketing, mais c'est vraiment des femmes et des hommes, une nouvelle génération d'entrepreneurs de savoir-faire qui savent faire apparaître des objets sur Terre à partir des ressources locales, parce qu'on n'aura plus les moyens de pouvoir apporter de la vaisselle ou même du parpaing depuis l'autre bout de la planète en épuisant les ressources locales de ces pays. Et notamment, je pense notamment pour la construction des logements résilients, très bien isolés, des logements qui sont résilients face aux aléas climatiques. Comment est-ce qu'on va pouvoir former une nouvelle génération qui est capable de construire ces logements à partir d'éléments biosourcés, de lin, de toutes ces nouvelles matières, si en fait on ne forme pas cette nouvelle génération. Donc c'est pour ça que je pense que quand on pose aujourd'hui la question des savoir-faire, c'est important de le parler autour du partage de la valeur. Alors moi je n'ai pas un regard de chercheuse, ni d'entrepreneuse de savoir-faire comme vous, plutôt d'entrepreneuse sociale, parce que j'ai créé une association il y a 3 ans maintenant qui s'appelle De l'or dans les mains, et qui a pour mission de sensibiliser les jeunes aux métiers manuels et de réintégrer la pratique manuelle dans les collèges. Je suis assez inquiète de voir qu'aujourd'hui, on ne valorise qu'une seule forme d'intelligence au sein de notre système scolaire, l'intelligence académique, qui d'une part place des millions de jeunes en situation d'échec scolaire et de souffrance sous prétexte que leur cerveau ne correspond pas à cette forme d'intelligence, alors que c'est juste qu'on a plein de formes d'intelligence et qu'on n'apprend pas de la même façon. Mais que aussi, en fait, comment est-ce qu'on peut faire connaître ces métiers à cette nouvelle génération si on ne les porte pas à leur connaissance. Et en fait, derrière ça, il y a vraiment plein de constats derrière la création d'associations. Il y a la question, évidemment, de la transmission de ces savoir-faire qu'il va falloir susciter des vocations. Il y a la question de valoriser d'autres formes d'intelligence, de faire en sorte qu'on ne soit pas une école de la contrainte qui nourrit de la phobie scolaire, mais une école de l'épanouissement. Et puis on voit bien aussi que, parce qu'aujourd'hui, dans le système scolaire, et je pense que vous l'avez vécu, il n'y a plus aucun temps, plus aucune matière qui permet aux jeunes de se confronter aux matériaux et au plaisir de faire avec ses mains. Et en fait, aujourd'hui, ça crée des gros problèmes de motricité fine et de coordination des gestes. On a perdu 40% de nos capacités physiques, notamment en sport, par rapport à la génération d'il y a 10 ans. Il y a des problèmes d'endurance, de souffle, de tonus, et on le voit aussi dans la capacité des jeunes à gérer leurs gestes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des élèves qui arrivent en école de primaire et qui ne peuvent pas apprendre à écrire à la main parce que leurs doigts ne sont pas assez musclés pour tenir un stylo dans la main. Donc ça, c'est vraiment une catastrophe. Je fais un pas de côté, mais c'est tout le constat qui a nourri De l'or dans les mains, qui aujourd'hui déploie des programmes, enfin un programme en classe de 5e,
d'initiation à la pratique manuelle, un programme de 15 heures où on fait venir des artisans dans les écoles qui vont faire fabriquer un objet aux jeunes en lien avec leur programme scolaire pour un peu réconcilier l'intelligence manuelle et intellectuelle. Donc par exemple, un menuisier qui va faire construire un échoir en bois aux jeunes à partir de leur programme de géométrie, une céramiste qui va leur faire fabriquer de la barbotine en lien avec leur programme de physique sur c'est quoi un aliment solide, un aliment liquide, etc. Mais donc avant de devenir une association, De l'or dans les mains, ça a été un podcast qui est vraiment parti d'une intuition très intime. Moi, j'ai grandi dans un petit village de Touraine, en Indre-et-Loire, et j'ai vu beaucoup de manufactures et d'ateliers fermés, faute de transmission, faute de repreneurs. Donc une région plutôt patrimoniale, où on avait plutôt des tailleurs de pierre, des menuisiers, des couvreurs. Et pour le coup, moi, j'ai vraiment passé mon enfance à observer ces mains dansantes d'artisans parce que les ateliers étaient ouverts, parce que j'avais un oncle tailleur de pierre compagnon du Tour de France et que ça faisait vraiment partie de mon imaginaire collectif. Et en fait, quand tout ça, ça a disparu dans un village rural où on vous a déjà enlevé vos services publics, en fait, il ne reste plus rien. C'est super violent pour les habitants, en termes d'emploi, mais vraiment aussi en termes de vie culturelle et sociale. Et ça crée des villages dortoirs où, en fait, à partir de ce moment-là, ce village est devenu un village où on dort et on fait 40 minutes de route tous les matins et tous les soirs pour aller travailler à Tours. Et au collège, personne ne me parlait de ces métiers-là. Et puis, donc moi, j'ai fait des études supérieures. Je suis arrivée à Paris, notamment à Sciences Po. Et j'ai halluciné de voir qu'il n'y avait aucune culture ni agricole ni artisanale. Et je me suis dit, ok, ça veut dire qu'on est en train de former des futurs dirigeants qui vont avoir une influence sur les politiques publiques et qui n'ont aucun lien à la terre, qui ne savent pas comment pousse une courgette ou une pomme. Comment est-ce qu'on va faire? Et on voit bien aujourd'hui la colère des agriculteurs, je pense que c'est très lié. On a fait des politiques publiques qui sont tellement déconnectées du terrain qu'aujourd'hui on a épuisé nos sols et puis on a tellement pressurisé que les agriculteurs qu'aujourd'hui il n'y a plus cette nouvelle génération. Et donc aux Aurores de Delorain, il y avait un podcast et c'est dans ce cadre-là que j'ai réalisé un tour de France des manufactures artisanales. Donc c'est 10 interviews d'entrepreneurs de savoir-faire que vous pouvez retrouver sur les plateformes d'écoute au sein de 10 territoires différents. Et lors de ce tour de France, je me suis intéressée particulièrement donc, aux savoir-faire locaux et qu'est-ce qui fait que dans un territoire donné, un savoir-faire naît. Et très souvent, en effet, c'est un lien avec une ressource ou des ressources locales pour produire de l'énergie et un savoir-faire qui est transmis. Donc c'est comme ça que j'ai découvert la manufacture de Digoin qui produit de la céramique en Bourgogne parce que c'est pas très loin de ce qu'on appelle la vallée de céramique où il y avait du kaolin, mais que c'était surtout une manufacture qui s'est implantée auprès d'une rivière pour pouvoir acheminer les matériaux. C'est comme ça que je suis allée voir Jejura qui font peut-être des chalets en bois avec lesquels vous avez joué petit et qui se sont implantés là parce qu'il y a des forêts de pins et qu'il y avait aussi tout le savoir-faire des tourneurs sur bois. Toile de Mayenne qui eux se sont implantés, enfin c'était des tisserands juste après la Révolution française qui se sont installés dans une abbaye et c'est là qu'est né un village ouvrier tout autour en se construisant. Emmanuel Lang qui fabrique du lin en Alsace et qui fabrique des vêtements, des draps, etc. Parce qu'en Alsace, comme en Normandie, pousse du lin, ou au Pinel en Haute-Savoie. Et là-dessus, d'ailleurs, sur ce sujet, je vous invite vraiment, si ça vous intéresse, à consulter un ouvrage qui a été coordonné par Terre et Fils, qui est un fonds de dotation qui s'appelle Manufacture patrimoniale, originalité et effets sociaux de la manufacture patrimoniale et qui raconte avec des super cartes de France, ça a été écrit par des géographes, des cartes de France où on voit en fait pourquoi est-ce qu'il y a certaines manufactures et implantations qui se sont implantées là et pourquoi, quelles étaient les ressources locales à proximité. Donc le verre, parce qu'il y avait du sable, etc. Et donc voilà, aujourd'hui la question se pose particulièrement de comment valoriser les apports de ces savoir-faire qu'ils soient économiques, sociaux et culturels, au profit des territoires. Et je pense que c'est très important d'avoir cette grille de lecture aujourd'hui, de savoir-faire qu'elle soit multipartite et qui intègre mieux les intérêts locaux et que ça ne sert vraiment plus à rien d'accepter des nouvelles implantations de manufactures qui vont finalement pas trouver de modèle économique et qui vont devenir des prestataires de luxe et ne pas irriguer les territoires. Bon, j'enfonce un peu ici des portes ouvertes parce que je pense que vous connaissez bien la question, mais pour moi, il y a vraiment un enjeu que la question de la valeur ne peut plus être abordée sous une seule dimension. Alors, c'est vrai, que pèse
dans les statistiques de l'emploi, la petite manufacture de la lunette jurassienne par rapport à l'usine de plasturgie, comment on fait saisir l'urgence de sauvegarder un savoir-faire en péril quand l'emblématique édifice du village, bien là visible, menace de s'écrouler. Qu'est-ce que pèse finalement la production du savonnier dans l'ensemble de celles à relocaliser pour atteindre 2 tonnes d'émissions par personne et par an? C'est pour ça que je pense que ces enjeux, ils ont été aussi assez peu adressés en géographie. Mais l'idée, c'est de voir que les savoir-faire, ils sont au croisement d'enjeux majeurs pour la cohésion territoriale, des enjeux matériels tels que le dynamisme économique, la réindustrialisation ou le développement de circuits courts, mais aussi des enjeux immatériels, vous en parliez tout à l'heure, de la fierté d'appartenance locale, de la transmission des gestes, de la valeur, du lien à la matière et de comprendre finalement quelle est l'histoire de mon territoire. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs valeurs qu'on peut nourrir pour faire en sorte que ces territoires que ces savoir-faire servent mieux les dynamiques locales. Ben d'abord, pour que la valeur existe, il faut des femmes et des hommes, donc il faut de la transmission. Parce que sans femmes, sans hommes, il n'y a plus de transmission et c'est vraiment un enjeu aujourd'hui. Je voudrais vous partager 2 chiffres. Le premier, c'est d'après une étude de la Fabrique de l'industrie, ce sont près de 25% des savoir-faire industriels qui sont amenés à disparaître parce qu'ils sont détenus par la génération des baby-boomers qui ne sont pas parvenus à transmettre aux nouvelles générations. La deuxième, c'est un chiffre issu de notre mesure d'impact chez Delors dans les mains. 65% des jeunes qui débutent le programme, donc qui ont 13 ans, ne connaissent aucun des métiers qui leur sont présentés. Donc ça veut dire que tapissier, savonnier, luthier, ébéniste, ça ne fait plus partie de l'imaginaire collectif de la nouvelle génération. Or, pour aujourd'hui assurer la pérennité de ces structures, il faut transmettre. Et pour transmettre, il faut que les feux soient ouverts, il faut qu'il y ait un accès à l'information des très jeunes, donc il faut de nouveau intervenir à différentes étapes de la chaîne d'apprentissage. Donc nous, c'est ce qu'on fait avec Delors dans les mains, pour leur montrer ces métiers, mais aussi, et je crois que c'est un vrai enjeu, on a vraiment déconnecté les jeunes de la terre et de comment sont fabriqués un objet. Moi, quand je vais dans un collège et que je demande aux jeunes, alors c'est fait avec quoi le jean? On me dit des coquillages, du pétrole, du plastique, du métal, mais pas du coton. Et quand on leur demande, mais ça pousse où le coton? J'entends les États-Unis, l'Afrique, mais j'attends au moins 5 minutes pour que peut-être un élève me dise que c'est fait en Asie. Et comment est-ce qu'on veut avoir des consommateurs conscients, des citoyens conscients, si en fait, dès le plus jeune âge, on ne les sensibilise pas à ces questions? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup en France d'égalité des chances quand on parle d'orientation. Quand on parle d'égalité des chances, on parle forcément d'ascension sociale. Donc on parle forcément d'études supérieures, de comment est-ce que vous pouvez faire mieux que vos parents. Et donc sur tout ce qui est découverte des métiers, on va leur parler, on va leur donner des rôles modèles de quête supérieure. Mais en fait, est-ce que vous avez autour de vous des rôles modèles d'un artisan qui est revenu s'installer sur votre territoire et qu'on regarde avec beaucoup d'admiration? Aujourd'hui, il y en a encore trop peu. Après, une fois qu'on a sensibilisé ces jeunes, il y a la question aussi d'hybrider l'offre de formation. Là-dessus, je pense notamment au travail de l'Institut de Tramail, qui a ouvert à la rentrée l'année dernière dans un village de 1000 habitants en Bourgogne, une école qui vise à former des futurs artisans entrepreneurs, parce que je pense que c'est ça aussi la clé, c'est que quand on est artisan et qu'on veut s'installer et avoir un modèle économique pérenne, il ne faut pas être formé que sur son savoir-faire, mais sur plein d'autres thématiques, comprendre les enjeux contemporains, avoir des temps d'immersion. Il y a la question de la reconversion aussi qui est très intéressante. Aujourd'hui, dans les entreprises du patrimoine vivant, vous avez un salarié sur 3 qui est un reconverti. Et aujourd'hui, c'est peut-être grâce à ces reconvertis qu'on va réussir à ne pas briser la chaîne de la transmission, et même si c'est encore très fragile. Et puis après, vous avez aussi des structures d'accompagnement, d'incubation, des incubateurs d'entrepreneurs de savoir-faire. Ça, c'est encore très rare, mais c'est vraiment important de pouvoir accompagner ces entrepreneurs, de se dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'entrepreneuriat, il n'y a pas que la Startup Nation, mais il y a aussi un entrepreneuriat au service de la ruralité, et ça peut passer par les savoir-faire. Et ça, je pense notamment au programme, je crois que c'est dans la région Entreprendre la ruralité, qui accompagne notamment des jeunes entrepreneurs qui veulent s'installer. Alors sur la valeur économique, moi je voulais parler justement de l'actionnariat salariat, parce que je trouve que c'est vraiment fondamental pour embarquer ces salariés. Je crois qu'aujourd'hui, si on veut donner envie à la nouvelle génération de travailler dans des manufactures, il faut arrêter avec le statut
d'ouvrier d'art en fait, ou d'ouvrier à la chaîne. Ça, c'est pas du tout sexy et ça fait pas rêver. En revanche, si avec le salariat actionnariat, vous embarquez vos employés sur des décisions collectives, vous leur permettez aussi d'être en capacité d'être sur plusieurs postes à la fois. C'est ce que fait par exemple Atelier Tuffry à Florac qui fabrique des jeans. Ben là-bas, chaque salarié est capable d'occuper toutes les étapes de fabrication d'un jean. Donc ils ont une espèce de hauteur de vue. Hermès, s'ils arrivent à très bien garder leurs salariés, c'est qu'en fait, vous avez un système de prise, comment on l'appelle, prendre des parts voilà, dans l'entreprise, mais que vous pouvez toucher qu'à partir de 7 ans dans l'entreprise. Donc c'est aussi comme ça qu'ils arrivent à gagner. Et vous avez des gens qui partent à la retraite avec 100 000 euros, 200 000 euros. La Redoute a fait ça, c'est comme ça aussi qu'ils se sont redressés, la Redoute. C'était une espèce de coopérative où tous les salariés ont pu prendre des actions. Et aujourd'hui, la moitié des parts, je crois, a été vendue au Galeries Lafayette et les salariés sont partis avec en moyenne entre 50 et 100 000 euros de pactole, quoi. Et ça a un effet sur la cohésion sociale et sur la transmission parce que, en fait, vous pouvez remplacer votre patron, vous pouvez faire monter des talents et aussi, dans ce cadre-là, souvent les entreprises qu'elles font, c'est qu'elles forment aussi les salariés tout au long de leur vie. Il y a aussi le mécénat de compétences qui, je pense, est intéressant. Le mécénat de compétences, aujourd'hui, il a beaucoup bénéficié au cadre sup, notamment avec le mentorat, la relecture de CV ou de l'aide de motivation. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on le fait descendre aussi auprès des ouvriers, enfin des tâches moins... j'aime plus le mot intellectuel du coup, mais peut-être moins devant des ordinateurs, pour justement valoriser ces salariés. Et nous, c'est ce qu'on fait chez Delors les mains, c'est-à-dire qu'on a des entreprises partenaires qui nous envoient des salariés qui viennent animer des ateliers pratiques dans les établissements scolaires. Et les salariés reviennent dans leur entreprise, ils ont vu des gamins avoir des étoiles dans leurs yeux quand ils parlaient de leur métier. Et tout à coup, ça crée un sentiment de fierté et ça, c'est super important. Et puis enfin, sur le partage des objets produits. Comment on fait pour qu'aujourd'hui, les objets fabriqués sur le territoire ne soient pas inaccessibles aux habitants? J'ai parlé un peu du luxe et je pense que cette industrie, si elle a beaucoup œuvré dans la préservation de ses savoir-faire, elle est aussi très élitiste et elle ne bénéficie pas suffisamment d'acteurs. Et donc pour pouvoir avoir accès à ces objets, je pense qu'il faut aussi penser à de nouveaux modèles économiques. Ardelane en est un très beau, je pense. Qu'est-ce qui fait que les assiettes de porcelaine fabriquées dans l'Allier à côté de chez vous, elles vont vous permettre d'être accessibles? Et il y a de plus en plus de belles histoires là-dessus. Il y a 1083 qui fait des jeans dans la Drôme, dans l'Isère, un roman sur l'Isère, dans l'Isère. Ouais. Oui, c'est ça, ils sont installés dans les Vosges. Je pense aux jouets en bois de Villac et de Jura, du savon de Marseille à Marius Fabre. Je pense que dans les modèles économiques, c'est intéressant aussi de voir ce que font les Fab Labs comme Make Ici, qui est un réseau de tiers-lieux en fait, qui permettent aux artisans de s'installer et de partager leurs outils de production. Parce qu'en fait, quand vous devenez artisan, ça coûte très très cher quand vous devenez menuisier d'acheter des machines et d'avoir des lieux où vous êtes tous ensemble en tant qu'artisans, vous partagez vos outils de production. En plus, vous sortez de votre solitude et vous pouvez répondre à des appels à projets collectivement. Ça, c'est assez précieux. Et puis, dernier truc, je crois que ces lieux de production doivent s'ouvrir sur le territoire et doivent s'ouvrir aux habitants. Alors ça peut être par la visite d'entreprise qui permet vraiment de sortir le fait qu'on ne peut plus garder emprisonner les savoir-faire au sein de ces manufactures, il faut les donner à voir, les sortir, ouvrir les portes et transformer les manufactures en lieu de création, de résidence parfois, en lieu de partage. Là-dessus, je pense au travail qui est mené par l'association Entreprises et Découvertes, qui est une entreprise pionnière en matière de visite de savoir-faire et qui accompagne les entreprises à vraiment faire des parcours de visite pour sensibiliser à leur métier, à leur savoir-faire. Les vertus, elles sont multiples. Ça permet de créer des contacts directs avec les publics, une relation de confiance avec le consommateur. Et c'est surtout, en fait, les visiteurs sont surtout des locaux. Vous le disiez tout à l'heure. Ça peut être avec un magasin d'usine, donc on peut accéder de nouveau à ces produits, valoriser les salariés dans leur métier,
affirmer son identité au sein de lieux de son territoire. Et on peut aller encore plus loin en faisant vraiment des lieux de sociabilité, des lieux de vie, des écomusées. Je pense notamment au musée de la Toile de Jouy. Voilà, moi j'ai essayé rapidement de dresser un peu quelques leviers pour se demander comment est-ce qu'aujourd'hui, si on repense les savoir-faire et les manufactures, elles peuvent vraiment être de puissants leviers au service du développement économique, mais aussi social et culturel de la ruralité. Et donc, en tout cas, ces leviers, je pense que c'est à la fois l'urgence de sensibiliser la jeune génération aux métiers manuels, le partage du profit, le fait que les objets issus de ces savoirs passent de génération en génération et que demeurent accessibles et ne soient pas l'apanage des plus aisés. Et puis par l'ouverture des manufactures sur leur territoire. Du coup, est-ce que l'un d'entre vous va réagir à l'intervention d'une personne? Oui. Oui, sur la valeur. Effectivement, donc en gros, il faut trouver une boucle un peu circuit court quand on fait quelque chose pour donc la fierté, la reconnaissance, des choses comme ça. Et alors c'était compliqué avec les éleveurs. Et ce qu'on a fait, c'est qu'en gros, on avait un rapport économique et on a fait en sorte à un moment, parce que ça ne suffisait pas de passer par l'argent, il pouvait aussi être payé en produit. Et donc on avait tout un système, et en fait en devenant consommateur des produits, et ça, le rendre accessible dans ce qu'on pouvait faire en redistribution, eh ben, ils apprenaient la valeur des choses. Alors que la laine se jetait, ben, ils pouvaient, eux, avoir des produits d'autre qualité à des prix plus que raisonnables. Voilà, donc on travaillait sur la valeur, en fait. Et la valeur, ou la fierté aussi, c'est qu'une personne qui est plutôt atelier sur juste une élaboration simple, eh ben, on n'a pas spécialisé le commercial. Ça veut dire que ce sont les gens des ateliers qui vendent. Et cette personne, un jour, elle va se retrouver à vendre à des gens qui trouvent très, très beaux et qui vont mettre le prix qu'il faut à un produit. Et elle verra la finalité de son travail. Et donc, c'est ce genre. Donc, ce que j'ai pas dit dans la logistique, c'est que comme au début, il y avait des tondeurs, il fallait qu'ils aient un deuxième métier, donc il y a la polyvalence. Et ensuite, on est en flux tendu, mais dans une logistique d'une complexité énorme. Donc, on a fait des conférences là-dessus déjà. Donc, c'est simplement que tout bouge. C'est-à-dire que quand ça chauffe sur un atelier, il y a un système d'entraide entre ateliers. Ce qui fait que quand vous traitez un problème de fond sur soit une dépense entre deux ateliers d'une machine ou un truc comme ça, les gens savent, chaque atelier sait ce que fait l'autre, dans quel contexte, et on n'est pas à se battre pour savoir ce qui est urgent et important, parce que de chaque côté, quand les gens se croisent pas, ça n'a rien à voir. Et donc, c'est d'abord le conflit est déjà là, dans les capacités de médiation et puis même de résultats sur des projets communs. En tout cas, ça fait tellement plaisir de vous écouter, parce qu'on s'est heurté 1000 fois justement à la dévalorisation des métiers manuels. On a même essayé, avec un groupe d'entreprises de notre territoire, d'aller voir le collège et en leur disant mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement valoriser les métiers qui existent là pour les jeunes qui veulent rester dans le territoire. On a entendu des choses, moi ça m'a traumatisé, entre les gens responsables des ACIDIC et tout qui étaient là parce qu'il y avait tout un partenariat. Quand même, on ne va pas dire les coiffeuses, restent debout toute la journée, c'est vraiment pas. Voilà. Il y avait là des gens du bâtiment, on a entendu dire mais travailler dehors l'hiver, franchement, voilà quoi.
Et on passait sous la table, on disait mais c'est pas possible, on n'a pas réussi quoi, hein, à essayer de revaloriser, et de montrer que c'est des métiers indispensables en plus, qui pouvaient intéresser les jeunes et les valoriser quoi. C'est ce qu'ils avaient essayé de faire avec l'Arche des métiers. Justement, ils avaient beaucoup travaillé sur la formation. Je n'ai plus trop suivi ces dernières années, hein, mais le docteur Chabal avait fait, le maire du Chélar avait réussi à faire venir un lycée. Hein, donc un lycée, c'était aussi pour éviter que les jeunes partent après la troisième à Lyon, je ne sais pas où, et puis rester un peu sur le territoire et connaître un petit peu les métiers qu'il y a sur le territoire. Mais la question qui venait quand je vous écoutais, alors c'est une question de candide hein, sur le sujet, c'est concrètement comment ça va se passer dans un collège, par exemple, quand on entend le président là, qui fait son discours en disant il faut mettre du théâtre, hein, et puis là vous dites avec raison à mon avis, il faut remettre un petit peu d'éducation manuelle quelque part, hein, c'est un petit peu ça, donc concrètement comment on va enlever les maths et le français ou l'histoire géo pour mettre ça à la place. Vous voyez, c'est une question d'imbécile, j'allais dire, là, sur le sujet, quoi. Je ne sais pas du tout comment on peut essayer de gérer quelque chose comme ça concrètement. Nous, aujourd'hui, j'ai de l'un dans les mains, donc c'est un programme de 15 heures qui s'adosse à ce qu'on appelle la découverte des métiers. Aujourd'hui, depuis 2 ans, en classe de 5e, les établissements scolaires sont obligés d'aménager des heures de découverte des métiers qui sont... du coup, ces horaires de cours, ils sont déplacés ailleurs, donc nous, ça nous permet facilement de faire ça. Mais après, nous, on travaille aussi main dans la main avec les enseignants pour à chaque fois identifier un point du programme scolaire qu'on va faire travailler par l'artisanat. Donc les enseignants ne se disent pas... on perd 1 heure. Ouais. Après, sur le théâtre, moi j'ai peur que ça se fasse au détriment de la musique. Oui, ou de l'éducation artistique. Ouais, il y a art plastique. Maintenant, normalement, la réforme, ce serait de mettre 2 heures d'art plastique, 1 heure d'histoire de l'art et 1 heure de pratique artistique, de mettre du théâtre, mais du coup de descendre la musique peut-être en primaire. Enfin, moi, c'est ce que m'avait dit le cabinet de Gabriel Attal quand il était encore ministre. Et après, la technologie, elle a déjà été supprimée en classe de 6e, par exemple. Donc, ça ne m'étonnerait pas que... Ouais, c'est les choses qui sont compliquées. Oui, mais c'est compliqué parce que les enseignants, on leur demande de faire de l'éducation sexuelle, de la lutte contre le harcèlement scolaire, et en fait, ils n'ont plus le temps d'enseigner, quoi. Ouais. Est-ce que quelqu'un a des questions? Je vais passer un moment d'échange. Excusez-moi, juste une question. À un moment donné, vous avez cité un ouvrage, madame. Est-ce que vous pouvez répéter? C'est Effets sociaux de la manufacture patrimoniale, coordonné par Terre et Fils. Et vous le trouvez en ligne hein, sur Internet, sur HEL, je ne sais plus c'est quoi le site HEL, ouais. Et je pense que si vous leur envoyez un mail, ils peuvent aussi vous l'envoyer en version papier, je pense, parce que vous avez une bibliothèque du département géographie. Et j'aimerais vraiment leur rendre hommage. Donc Terre, c'est à la fois un fonds de dotation et qui possède aussi une société d'investissement qui va investir dans des manufactures patrimoniales. Ils ont notamment investi dans 1083, dont je parlais tout à l'heure, la manufacture de couleuvres dans l'Allier, dans des lunettes jurassiennes. Et les rendements, les rendements de ces investissements vont nourrir un fonds de dotation qui va soutenir des projets autour des savoir-faire locaux, comme de l'or dans les mains, comme l'ENAMAC, que vous connaissez peut-être. Et je trouve que c'est intéressant de voir qu'il y a des structures comme ça qui portent une autre voie, qui n'est ni celle du luxe, ni celle de l'artisan individuel, mais vraiment de l'entrepreneuriat de savoir-faire, comme un levier économique qui est peut-être plus intéressant et plus rentable que l'artisan individuel pour réindustrialiser un certain nombre d'objets. C'est-à-dire que de la vaisselle, ça sera toujours plus cher si c'est fait par un petit artisan à la main dans son atelier. Par contre, avec la logique manufacturière, on peut reproduire des assiettes et des verres qui sont accessibles. Je pense par exemple à la manufacture de La Rochère, qui n'est pas dans les Vosges, mais qui est Haute-Saône, voilà.
qui produit des fers. Et ils ont des gammes en cristal très chères, qui va plutôt être pour les restaurateurs, mais vous avez des verres qui sont un peu plus chers que du Rolex, mais pas beaucoup plus. Et ça, c'est possible parce qu'ils ont industrialisé une partie de leur production, tout en conservant un certain nombre d'éditions faites à la main avec des souffleurs de verre, etc., mais qui sont moins accessibles. Moi, j'avais une question pour M. Edelblut. Vous avez parlé de proto-industrie et d'industrie. Et en fait, j'ai pas bien compris la différence entre les deux. Et à quel moment, par exemple, vous avez parlé du Creusot qui était devenu urbain quasiment avec l'industrie. Et est-ce que l'industrie pouvait rester rurale ou c'était toujours de la proto-industrie pour rester rurale? Ou l'industrie amenait toujours une forme d'urbanisme? Oui, d'accord, je vais essayer de répondre à ça. La différence entre la proto-industrie et l'industrie, c'est que la proto-industrie, elle va pas produire sur des grosses quantités à la chaîne, avec une production de masse, et pas trop standardisée. Donc vous allez trouver des moulins où il y a une machine et peu d'employés. Hein, le moulin, c'est une machine il y a peu d'employés, ou inversement des manufactures où vous allez, Royal par exemple, Marc Essonant, vous allez avoir des dizaines d'employés, travailleurs, je ne dis pas encore vraiment ouvriers quelque part, hein, mais qui n'ont pas de machine et ils ne travaillent pas à la chaîne. Alors, ceci dit, mais je pense que monsieur et madame Barras pourraient le dire aussi, hein, il n'y a pas du jour au lendemain, on ne passe pas de la proto-industrie à la première révolution industrielle. Hein, tout ça, ça se fait de façon un peu progressif, si vous voulez. Le moulin, il va s'industrialiser, on va rajouter une machine ou deux, on va brancher 2-3 métiers à tisser, à filer, je sais pas, sur la roue, avec les courroies, etc., pour faire tourner, etc. Donc l'industrialisation, elle se fait pas forcément brutalement. Ça arrive qu'un investisseur arrive, il construise une grosse usine, aussi bien début 19e que fin 19e, au milieu de nulle part, j'allais dire, il fait venir des ouvriers, il construit des sites ouvrières, et on a une ville-usine planifiée qui est construite en quelques mois. Hein. Il y en a quelques-unes en France comme ça. Mais bien souvent, c'est plutôt progressif. On passe progressivement de la proto-industrie à l'industrialisation, à la première révolution industrielle, et puis ensuite éventuellement à la deuxième avec la constitution de villes-usines. Mais comme j'ai essayé de le montrer, mais ça allait vite, hein, donc forcément, c'est pas forcément hyper clair, certains vont rester plutôt au stade village ouvrier, vous voyez, c'est-à-dire que l'usine fonctionne, hein, mais elle ne grandit pas énormément, elle n'a pas besoin d'énormément d'employés, et elle continue à fonctionner comme ça, parfois presque jusqu'à nos jours, hein, dans cette configuration-là. Bon. Et puis d'autres grossissent et puis s'urbanisent. Hein. Alors dans le cas du Creusot, on connaît les gisements, on s'installe, et puis fin du 18e, on commence véritablement à s'industrialiser. C'est vraiment le cœur de la première révolution industrielle en France. Hein, le Creusot, c'est ça. Et puis ensuite, avec le temps, ça devient une ville-usine multiforme, protéiforme, plus ou moins bien planifiée, qui s'étend sur plusieurs communes. Enfin, c'est quelque chose qui sort complètement du milieu rural quelque part, hein, parce qu'on est dans une urbanisation liée à l'industrie. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, c'est ce que disait M. Barras tout à l'heure, l'industrie n'est pas sortie de nulle part, hein, elle a presque toujours des racines proto-industrielles. Dans le massif vosgien par exemple, c'est vraiment de l'industrialisation, même au temps de la seconde révolution industrielle, mais il y a un fond proto-industriel parce que avant l'industrialisation, il y a des négociants qui venaient de Mulhouse, hein, de la plaine alsacienne, qui montaient avec des fibres, hein, du lin, puis ensuite du coton, dans la montagne. Ils allaient à l'automne et puis ils distribuaient chez les paysans des fibres à filer en fait, hein, puis éventuellement à tisser. Ils distribuaient ça dans les fermes, hein, et les paysans l'hiver dans les Vosges, il y a de la neige, hein, donc ils ne peuvent pas travailler. Ils faisaient ça, ils ne peuvent pas travailler, faire de l'agriculture. Donc ils faisaient ça pour s'occuper l'hiver, et au printemps, les négociants revenaient et ramenaient le produit fini ou semi-fini dans les manufactures à Mulhouse, ou dans les futures usines, on va dire, à Mulhouse. Et puis petit à petit, ces paysans ouvriers, quelque part, ils sont devenus des ouvriers paysans. Quand on a commencé à installer des usines dans les fonds de vallée, près des chutes d'eau, comme on disait tout à l'heure, hein, et ils sont devenus ouvriers paysans, puis après ils sont devenus ouvriers
ouvriers seulement, parce qu'ils ont pu garder l'activité paysanne. Donc il y a toujours cette idée de progressivité qui est un peu perturbante, c'est pas le mot, c'est trop fort, hein, mais qui n'est pas facile. Nous, on a tendance à dire, voilà, allez, on va dire au 1er janvier 1820, on passe dans la première révolution industrielle. Vous voyez, bon, c'est pas comme ça. Hein, et même encore aujourd'hui, il y a des activités qui se rapprochent de ce que pouvait être la première révolution industrielle ou la proto-industrie, quelque part, hein, dans votre façon de décrire la façon dont on travaille. Comment on dit? Alors, il y a la proto-industrie, l'industrie et la post-industrie. Moi j'aime pas du tout le mot post-industrie. Alors là, on va partir sur un autre. Non, vous inquiétez. Mais par contre, votre coopérative des territoires, ça j'ai bien beaucoup aimé. Ouais, allez-y. En parallèle, une autre manière d'essayer de répondre. En fait, les petites activités qui ont pris une certaine taille initialement, c'est du service finalement. Le boulanger qui devient, dans les premiers hameaux, c'était même un four accessible à tout le monde, ça peut être ça, four banal. Et puis après, il y en a un qui s'installe, mais il rend un service à la population. Et alors après, et c'est le cas qu'on a, nous, en 1649, d'un seul coup, il arrive un gars qui est capable, dans un endroit où il n'y a aucune route, de construire un bâtiment de 8 par 10 sur 3 étages en pierre taillée. Voilà, et en fait avec une modernité. Donc en fait c'est l'invention des entrepreneurs. Il y a des gens, c'est plus des gens qui sont au service d'un lieu, d'une fonction, etc., principale, mais ils sont devenus des entrepreneurs. Et en fait, ça donne un dimensionnement. Alors après, l'étape d'après, c'est l'invention des manufactures, mais au sens initial. Et comme la manufacture royale, et c'est simplement donc une invention qui suit l'esclavage historiquement, et où en fait, dans le cas de la laine, c'est très simple, c'est que en gros, les colonisateurs, nous faisant partie de la première phase, en fait, se sont emparés de territoires immenses, à titre personnel, privé. Il faut savoir que sur la laine, c'est le plus gros exemple, en fait, en Australie, vous avez une ferme qui a presque la taille de la Belgique. Une ferme. Alors que nous, quand on est arrivé, la moyenne chez nous, c'était 5-10 hectares avec 30 moutons. Vous voyez à peu près la chose. Et en fait, ça veut dire que quand, c'est l'esclavage, hein, c'est que quand vous avez une ferme, une propriété comme ça, où il n'y a que du mouton, des centaines de milliers de bêtes, eh bien, vous produisez de l'organisation du travail. Vous êtes obligé de trouver comment ça peut fonctionner un truc, et vous pouvez avoir 1000 ou à 2000 esclaves. Et ça va inventer la division du travail. Et après, ça va être transposé en Europe, parce qu'on ne pouvait pas faire l'esclavage dans les manufactures royales, mais dans les manufactures royales, les gens font qu'un geste. On divise les fonctions. Et un gars va faire qu'un geste pratiquement toute sa vie. Et après, c'est parce que on a fait la division du travail qu'on va arriver à la machine. Parce qu'il n'y a pas de machine. Et c'est ça, on a un musée là-dessus. Hein. Donc si ça vous intéresse plus, on vous expliquera plus de choses. Mais en fait, les étapes, elles sont très simples. Voilà. Et en fait, après, c'est le dimensionnement. C'est le dimensionnement, c'est parce qu'en fait, plus vous devenez gros, moins vous produisez les organisations qui favorisent voilà, la propriété, les prix. En fait, on change de monde, quoi. Et ce qui est en train de changer, c'est que maintenant, on est mondialisé en temps réel, avec la vue de la chose. Et ça, c'est une nouvelle histoire qui fait qu'il va falloir qu'on invente autre chose. Ça s'appelle comment? Je voudrais juste réagir. Le mot post-industriel me gêne parce qu'en fait, on est dans une société qui a, malgré tous vos efforts, qui n'a jamais été autant industrielle qu'auparavant, parce que tout ce qu'on a sur nous, en nous, si on a des implants ou autour de nous, tout est produit à un moment ou à un autre dans une usine. Même chez vous, finalement, hein, vous allez produire dans un... C'est une production industrielle, de facto. Donc on n'a jamais été dans un monde aussi industriel. Donc je préférais dire néo-industriel, ou enfin c'est une autre... Ouais, il y a peut-être un nom... post-industriel, c'est un terme qui a été popularisé dans les années 70-80 par les sociologues. Mais c'est vrai qu'au niveau de la société,
l'industrie se voit beaucoup moins. Et puis on est, notamment dans les pays d'Europe de l'Ouest, on est une très grande majorité à ne plus travailler dans l'industrie. Alors qu'avant, on avait des taux d'emploi industriel dans les territoires de 30 à 40% de la population active. Maintenant, si c'est 10, 18%, c'est le Pérou, quoi. Donc, effectivement, l'industrie se voit moins parce qu'elle se banalise dans ces fameuses boîtes à chaussures. Hein. On ne fait pas la différence entre un hypermarché et une usine de loin, comme ça. Elle se banalise dans nos esprits, elle se banalise dans notre vie de tous les jours parce qu'on ne se rend plus compte que le cahier, là, ou le stylo, ça sort d'une usine. Hein. Bon, voilà, on ne les voit plus fonctionner ici. Hein. Et puis, donc c'est pour ça qu'il y a eu ce terme post-industriel, qui était à un moment même fantasmé. À la fin du XXe siècle, il y a un grand, c'est en 2000 même, je crois, Serge Churuc, qui était le patron d'Alcatel, il dit « je veux une entreprise sans usine ». Hein, donc il vire toute la production, puis après l'entreprise s'effondre parce qu'il ne maîtrise plus du tout les chaînes de production. Hein. Donc voilà, il y avait un fantasme un peu comme ça. Tant mieux les usines qu'elles s'en aillent, qu'elles aillent polluer la Chine ou Bangladesh, qu'elles ne restent pas chez nous, tant mieux. Puis nous on va être une espèce de société de services, virtuelle, dans le cloud, tout ce que vous voulez. Alors qu'en fait on est ultra industrialisé, toujours. Hein. Donc tous les efforts maintenant, c'est ce qu'on dit de tous les intervenants, moi y compris, et puis les trois autres aussi, c'est d'essayer de... On ne va pas s'en passer de cette industrie-là, de cette production-là, mais c'est essayer de la rendre plus responsable, plus locale, avec des circuits courts, en utilisant les ressources du territoire, en la liant au territoire local. Bon, ça ne nous empêchera pas d'importer parfois des avocats, voilà, des choses comme ça, mais ils seront plus chers, hein, parce qu'ils viennent de plus loin. Par contre, ce qui va être fait proprement, écologiquement et sur nos territoires locaux, ben, on peut espérer que le prix soit un peu plus abordable, et puis qu'on ait au moins cette responsabilité-là. Non, attendez, il y a des questions. Moi, du coup, j'avais une question pour Madame Desjoré concernant les interventions dans les établissements. Je me demandais comment ça s'organisait. Est-ce que c'est les établissements qui vous contactent ou vous avez aussi une démarche de proposition d'intervention Au début, on travaillait avec les rectorats pour nous aider à identifier des établissements scolaires intéressés. Maintenant, on a beaucoup d'établissements scolaires qui nous sollicitent directement. On a 172 établissements sur une liste d'attente. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai engouement des enseignants et c'est un signal super positif. Ça veut dire que les enseignants, ils ont pris la mesure de la chose et la nécessité de nourrir leur programme de pratique manuelle. En fait, et je pense que c'est un peu ça la clé. On ne fera pas revenir la pratique manuelle en disant il faut sensibiliser au métier manuel pour susciter des vocations parce que l'école, elle n'est pas faite pour répondre aux besoins de l'économie. Par contre, de lier ça avec des apprentissages fondamentaux et de dire qu'il en va de l'avenir, de la santé et de l'épanouissement des jeunes, là tout de suite ça parle aux enseignants. Alors, moi j'avais une question par rapport à la transition des savoir-faire, du coup, faut que c'est le sujet. Parce qu'au-delà de transmettre des savoir-faire, faut-il encore qu'il y ait des personnes qui transmettent ces savoir-faire. Donc ma question c'est, est-ce que il y a des études qui quantifient justement l'attractivité territoriale en termes de sol démographique, c'est-à-dire est-ce que les collectivités, les territoires qui misent là-dessus sur la valeur du patrimoine industriel et la transition des savoir-faire réussissent justement à avoir un sol migratoire au natal positif. Et si c'est un sol migratoire, est-ce que les personnes qui arrivent s'intéressent vraiment au patrimoine qu'il y a dans le territoire, parce qu'ils viennent pour faire du télétravail, par exemple. Ce qui arrive de plus en plus dans des territoires qui sont en train d'avoir un sol migratoire positif, comme la Corrèze, l'Ardèche, voilà. Je ne vais pas vous répondre précisément, parce que des études, il y en a plein, en fait. Il y en a plein, je ne vais pas vous donner des cités particulièrement une ou l'autre, mais elles sont rarement globales. Hein, c'est beaucoup des études de cas. J'avais cité le cas des Boutières. Moi, je me suis inspiré d'un article que j'ai lu à un moment là-dessus, hein, qui était bien documenté, qui était intéressant là-dessus. Voilà, donc vous allez avoir des études de cas comme ça, des focus. Hein, mais d'un point de vue général, alors il y a peut-être quelques stats qui vont paraître, mais c'est toujours très complexe. Le quantitatif, il trouve très vite ses limites dans ce genre de choses. Hein, parce que qu'est-ce que vous mesurez? Comment vous le mesurez? À partir de quelle délimitation? Est-ce que vous voyez la commune, l'interco, etc. Donc c'est très complexe. Alors qu'on a affaire à des territoires fonctionnels. On n'a pas affaire forcément à des territoires institutionnels. Les systèmes productifs, c'est plutôt des territoires fonctionnels. Donc ils ne correspondent pas forcément aux limites des départements, des intercos, des cantons, je ne sais pas quoi. Donc on n'a pas les stats qu'il faut, quoi.
Hein, donc c'est souvent, on a plein de focus comme ça. Moi je connais pas mal d'articles comme ça sur les gouttières, sur la Haute-Marne, les districts de la coutellerie autour de Nogent, Bassigny, dans ces trucs-là. Voilà. Donc vous allez trouver sur les systèmes productifs locaux, vous allez trouver plein d'exemples comme ça qui vont parfois aller un peu dans le sens, ben oui, ça fonctionne, les gens s'intègrent, etc. Puis d'autres, au contraire, comme vous disiez, ben non, en fait, des gens sont venus, mais c'est plus pour télétravailler, et puis ils vont pas être contents parce qu'il y a une usine qui pollue à côté d'eux, ou il y a des vaches qui bousent devant chez eux, ou des coqs qui chantent le matin. Hein, donc ça c'est caricatural, mais ça existe. Donc vous allez avoir comme ça des focus, des études, mais je suis pas sûr qu'il y a peut-être des collègues qui connaissent mieux que moi. Hein, donc, mais il y a certainement des études quand même plus générales, hein, mais il y a énormément de productions et d'études de cas qui vont vous amener des informations. Si vous avez des infos, allez-y. En milieu rural. Donc on ne peut pas avoir... aujourd'hui, il faut nuancer aussi l'image de ceux qui s'installent, qui viennent en milieu rural. Viennent pour peut-être le calme, l'environnement, etc., mais aussi pour s'installer et pour créer. Alors, peut-être pas forcément créer une industrie... mais des activités, on le verra cet après-midi, peut-être agricoles, autour de la culture, autour de l'artisanat d'art, voire pour certains relancer aussi un certain nombre d'entreprises qui parfois étaient familiales, parfois c'est un retour ou une reprise d'entreprises familiales. Mais je pense, il y a une étudiante qui a travaillé sur la filière laine, et il y a eu des reportages aussi sur une entreprise reprise pour les chaussons charentais. Donc on n'est pas seulement dans le luxe, justement, on est aussi cette volonté de ne pas perdre. Donc c'est difficile de généraliser, mais les enquêtes qui travaillent sur l'installation en milieu rural montrent qu'on ne vient pas seulement pour résider, mais on vient aussi avec, pour certains, des objectifs, au moins une des personnes du ménage. Voilà, c'est à nuancer aussi à travers le ménage ou le couple. C'est évidemment, ce que je retiens, c'est difficile de généraliser. Donc on aimerait bien, je pense que les politiques à Paris ou dans d'autres grandes métropoles, ils aimeraient bien avoir des grandes tendances comme ça, en disant voilà, c'est comme ça, et puis il n'y a qu'à faire ça, ça va aller mieux, etc. Mais en réalité, on ne peut pas généraliser, c'est beaucoup des choses, des études de cas. Moi, je travaille beaucoup sur la reconversion industrielle et le patrimoine industriel. Et j'en arrive à conclure, mais je ne suis pas le seul, avec des collègues on en parle beaucoup, au bout de 25 ans ou 30 ans que je travaille là-dedans, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette voilà, pour reconvertir une ancienne usine, il n'y a pas de recette. Il y a un truc qui va marcher à un endroit, et puis on va faire la même chose un peu plus loin, alors que c'est les mêmes conditions, démographiques ou économiques ou historiques, je ne sais pas quoi, mais ça ne va pas marcher. Puis des fois, on n'arrive même pas à identifier ce qui va ou ce qui ne va pas. Hein, donc ça c'est à la fois l'intérêt et le défaut des sciences humaines, quelque part. parce que voilà, les stats, le quantitatif, le général, ça peut donner des grandes tendances, mais en fait, dans la réalité territoriale et dans les territoires, il va y avoir des paramètres et puis des acteurs, surtout des êtres humains, hein, des hommes et des femmes, qui vont faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et donc vous ne pouvez pas quand on travaille sur le territoire en général, qu'il soit urbain ou rural, c'est le terrain essentiel. Le contact avec les gens est essentiel. La discussion, les interviews, les enquêtes, ça c'est essentiel. Hein. Alors les stats, ça va vous donner des cadres globaux, mais le quantitatif à tout crin, je ne pense pas que ça fonctionne. Bon. Donc du coup, on va encore prendre 2 petites questions. Je crois que quelqu'un a un micro là-haut. Non. Ah si, c'est bon. D'abord, je partage carrément votre discours, Gabriel Légeret, et je voulais rebondir parce que vous parlez de l'école pour créer de la proximité avec les savoir-faire artisanaux, notamment dans le milieu rural, mais moi ce qui me chagrine, et avec les discours de monsieur et madame Barras et le concept de proto-industrie, c'est pourquoi dans nos PLU et dans nos territoires, nos élus, ils construisent
nos villages de demain avec des différenciations entre le centre-bourg, la zone industrielle, toutes ces choses-là, parce que en fait, on crée tout le temps de la distance. Et je ne comprends pas pourquoi, en fait, on crée une boucle professionnelle et comment dire, on masque un peu ces artisans, en fait. Et pour moi, ça passe par là de pouvoir les rencontrer directement et puis même créer de la vie au sein même du village, quoi. Donc, je ne sais pas si vous avez une solution là-dessus. Moi, j'ai pas trop de solution parce que c'est vraiment de l'aménagement des territoires, mais je pense qu'il y a des initiatives partout en France, notamment autour ce qu'on appelle les manufactures de proximité, qui est un label du ministère de la Culture qui labellise des tiers-lieux qui ont des outils de production qui permettent de recréer de la vie dans des villages. Mais je partage. Enfin, en fait, de toute façon, il faut qu'on arrête d'être tributaire de la voiture et qu'on crée évidemment des boucles travail, école, maison, mais c'est vrai que c'est des questions d'aménagement du territoire qui ne sont pas forcément pensées par les bonnes personnes. Oui, c'est simplement avec ce qui se passe, c'est des gens qui ont été bousculés dans leurs équilibres de plus en plus et qui cherchent d'autres équilibres. Et nous, sur ces territoires-là, c'est aussi la taille du problème, on arrive à rééquilibrer les vies, simplement. En fait, il y a des gens qui arrivent maintenant, c'est plus des touristes, ce sont des gens qui se posent des questions. Et ça change tout, quoi. Sur l'avenir, sur plein de choses, sur leurs enfants. Non, il y a beaucoup d'enfants. On est un village de 500 habitants, il y a une crèche, il y a une école remplie, il y a une école de cirque, etc. Et quand il y a un problème, toutes les mamans discutent. Dans la phase Covid, à un moment, il y avait une contrainte supplémentaire qui arrivait pour les gamins à l'école. Puisque nous, on n'est plus là-dedans. Eh bien, les mamans se sont posé la question de tous les mamans du village, si elles n'allaient pas prendre l'école, faire l'école. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a les interrelations, les interconnexions, on retrouve des choses qui étaient peut-être sous-estimées dans les mondes anciens, qui arrivaient sans formalité très poussée, ni droit très poussé, je ne dis pas qu'il faut le refaire, à fonctionner. Et il y a eu dans notre territoire 3 fois plus d'habitants à une époque. Et en fait, il y avait des foires où il y avait des milliers de personnes à cette époque. Et en fait, même dans les échanges commerciaux, il suffisait de taper sur la main en public pour que le prix soit fixé, définitivement. Et si elle l'était, ça marchait. Parce que personne ne pouvait être dans une situation délicate dans sa profession, dans ce qu'il amenait et dans son environnement. Mais bon, ça, on ne va pas le reproduire, mais il faut recréer des manières. Et en fait, on a la chance que notre village il est en train d'être repéré comme ça. Donc on ne fait même plus d'efforts pour que les choses se passent, elles se passent d'elles-mêmes. Oui, en tout cas, c'est une problématique. Enfin, le rapprochement du lieu de travail, du lieu de vie, et quelque part, c'est inévitable, quoi. Et nous, on y est confrontés. Il y a des gens qui travaillent dans le village, qui viennent à pied ou à vélo pour travailler. Et là, ils ont un gain énorme, quoi, par rapport aux gens qui viennent en voiture. Du coup, l'entreprise est là dernièrement, donc maintenant il y a une voiture partagée dans l'entreprise et un vélo partagé pour aider justement à faciliter la mobilité douce, une voiture électrique. Votre question, elle est en plein dans l'actualité, hein, avec le zéro artificialisation nette, les directives, je sais pas, c'est pas des directives, mais il y a pas mal de trucs qui sont sortis sur que faire des fameuses zones d'activité.
ce que beaucoup de gens appellent, à mon avis, c'est pas bien non plus à la France moche, parce que ça c'est aussi un point de vue très subjectif. Hein. Donc faire de ces zones-là, et puis il y a des plans qui sortent, où vous voyez que ces fameuses boîtes à chaussures, là, ces hangars, ils sont coupés en deux, il y a une partie productive, une partie où il y aura un petit commerce, une autre où on va mettre quelques logements à la place, etc. Donc il y a des plans qui commencent à sortir. Donc pour essayer de remettre l'activité au cœur de l'habitat et vice-versa. Mais c'est pas facile pour tout et c'est pas possible pour tout. Alors peut-être que la robinetterie serrurerie, je pense à ma diapo sur Fresneville, c'est des activités qui sont quand même c'est des petites choses, quoi, hein, donc peut-être moins polluantes que des hauts fourneaux ou de la chimie, c'est sûr. Donc il y aura peut-être une possibilité de les relocaliser dans les anciennes usines qui sont en friche et abandonnées au milieu du village, quoi. C'est quand même terrible, hein. Donc ils ont reconstruit à l'extérieur, il y a toujours le même nombre d'emplois, voire plus. Mais bon, là, les camions peuvent arriver plus facilement, les employés qui viennent en bagnole peuvent se garer plus facilement. C'était pas le cas dans le village. Donc il y a tout un travail à faire, peut-être, pour réintégrer des industries qui peuvent l'être dans les centres-bourgs, voire presque dans les centres-villes. Il y avait des industries dans les centres-villes dans le passé, hein, mais on ne peut pas y mettre tout, c'est clair. Hein. Bon, il y a aussi, même s'il y a des circuits courts, il va quand même falloir faire venir quelques cargaisons de matières premières ou faire partir les produits finis. Donc il y a toute une réflexion sur la mobilité, sur les transports à avoir. Mais vous êtes en plein dans l'actualité. Dans vos masters, vous entendez parler de ça sans arrêt, je pense. Hein. Mais bon, c'est pas des choses qui se font comme ça d'un coup de baguette magique non plus, quoi, hein. Donc, qui vont prendre du temps. Il reste une question. Alors, merci pour vos différentes interventions. Moi, j'ai quelques questions que je me pose. C'est de savoir où est-ce que l'on se met par rapport à tout ce qui est posé maintenant comme constat. Le constat, c'est que la forte industrialisation provoque aussi une forte urbanisation avec un certain nombre de conséquences que nous connaissons. La conséquence, c'est beaucoup plus aujourd'hui les externalités environnementales que nous constatons et pour lesquelles nous nous battons aujourd'hui. Et la question que je me pose, est-ce que finalement, il ne faudrait pas questionner notre modèle économique qui incite à plus de consommation? Parce qu'en réalité, si on n'arrive pas à se passer de la forte industrialisation, c'est parce que le modèle économique incite à une forte consommation. Et quand il y a cette forte consommation, ça va mettre un peu en veilleuse ce qui se fait au niveau des territoires, comme les exemples de proto-industrie que vous avez donnés. Alors, donc, ma question, c'est où est-ce que l'on se pose dans tout ça? Quel choix on fait et quel pourrait être l'impact de tous ces genres de réflexions que nous sommes en train de faire sur les décisions politiques? En quelque sorte, qu'est-ce qu'on peut faire pour anticiper et minimiser les externalités et négatives de notre choix de consommation? Voilà. Puisqu'il faut répondre très rapidement, je pense que les savoir-faire, c'est déjà une grande partie de la réponse, parce qu'en fait, les exemples qu'on vous a donnés aujourd'hui, c'est des exemples de produits de qualité qui vont durer longtemps et donc qui ne vont pas du tout être de la fast fashion. Et en fait, c'est ça le problème. Le problème aujourd'hui, c'est des objets qu'on met à la poubelle au bout de 2 ans ou même 2 mois parce qu'ils n'ont pas cette qualité et ils sont trop polluants. Alors qu'aujourd'hui, c'est ce dont on parle. Je pense que la transmission de ces savoir-faire, c'est justement proposer une autre façon de consommer, une autre façon de vivre, parce qu'il y a du temps long derrière, il y a du travail, il y a des matériaux qui coûtent plus cher, mais par contre, c'est des matériaux, un pull en laine de chez Ardelaine, je pense qu'il peut être redonné à la nature très facilement, et puis on le garde pas 1 an, on le garde 20 ans. Zéro déchet. On est zéro, sans le savoir, on a toujours été zéro déchet. La laine, ça se composte. Oui, déjà partir des matériaux qui sont biodégradables, recyclables, c'est énorme. Mais c'est vrai que la modification de la consommation qui peut agir, quoi, finalement,
sur l'économie aussi. Hein. Et c'est vrai que nous, jeunes des années 70, on commençait par là. On nous pousse vers cette société de consommation et cette hyper-industrialisation. Et nous, on a dit non, il peut y avoir d'autres modèles. Alors, on les a expérimentés et on espère que d'autres continueront. Je ne sais pas si c'est la solution, mais votre constat, il est bien connu. Hein. Qu'est-ce qu'on fait pour changer le modèle? Et c'est ce qu'on fait là. C'est ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire que, et puis il faut aller partout, il faut éduquer, il faut discuter, faut discuter de ça. Poser le constat, c'est déjà se dire, il y a un truc qui ne va pas. Mais après on pose le constat, mais est-ce qu'on est tous prêts à renoncer à tous nos téléphones, tous les trucs qu'on a partout, vos ordinateurs, voilà, vos belles fringues, j'en sais rien, bon bref. Donc est-ce qu'on est prêt à renoncer à ça? Mais déjà se poser la question, c'est déjà prendre conscience de la chose. Mais c'est long, ça prend du temps, et c'est une éducation. Là, vous êtes des étudiants, voilà, on a des gens qui ont pris conscience dès les années 70 du problème. Hein. Moi, à l'époque là, je n'avais certainement pas conscience de ça. Gabriel Légeret, des jeunes qui s'investissent comme ça dans cette transition-là, mais ça va prendre énormément de temps pour que tout le monde soit au courant, parce que dès que vous sortez après, vous voyez les ronds-points, vous voyez les zones d'activité, vous voyez les camions sur l'autoroute, là, vous allez juste à l'est de Lyon, vous voyez tout ça. Donc vous dites, tout ce qu'on a entendu là, finalement, c'est pas en cours. Hein. On vous parle du ZAN, on vous parle de la fin de l'étalement urbain, mais moi je vois encore des lotissements poussés à droite à gauche autour de Nancy, quoi. Hein, donc je dis, comment ça se fait qu'il y a toujours cet étalement urbain, alors que moi ça fait 25 ans, 30 ans qu'on en parle quand j'étais étudiant déjà, hein, et puis encore plus depuis que je suis enseignant. Donc c'est des choses qui prennent du temps. Il y a une éducation, mais une éducation qui ne doit pas être faite que sur des gens qui sont en master de géo ou d'aménagement, ou voilà, hein, qui doit être fait vraiment dans les classes. C'est ce que vous disiez. En fait, je crois que c'est la question de la désirabilité. À quel moment est-ce que ce sera plus désirable de prendre le train pour voyager que de prendre l'avion? À quel moment est-ce que ce sera plus désirable d'aller s'acheter un pull Saint-James en Normandie qui coûte très cher plutôt que d'acheter sur Shein ou Zara avec des conséquences qu'on invisibilise? Je pense que finalement, en tant que citoyen, on doit chacun se demander aussi ce qui est désirable pour le monde qu'on a envie de laisser à nos enfants. Merci beaucoup d'être venu pour tous ces échanges, votre intervention. Donc on va conclure la table ronde et on se retrouve à 13h30 pour la projection du petit court-métrage. Voilà. Merci.